La mort est une certitude pour nous tous, mais certaines personnes trouvent leur fin de façon si bizarre qu'elle semble presque irréelle. Des accidents étranges, de rebondissements inexplicables du destin. Ces décès vous laisseront vous demander ce qui est possible. Le destin joue-t-il un tour cruel? Ou quelque chose de plus sinistre est-il à l'œuvre? Préparez-vous à entendre les histoires les plus étranges et ahurissantes en 2 heures des décès les plus inhabituels de l'histoire de l'humanité. Le 25 février 2010, à Invercargill, une petite ville paisible de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, Christopher Hodgkinson trouva sa compagne depuis 15 ans, Natasha Harris, affaissée contre le mur de la salle de bain. Elle peinait à respirer, ses souffles étaient faibles et laborieux. Malgré les tentatives pour la sauver, Natasha succomba à un arrêt cardiaque. Elle n'avait que 30 ans. Natasha laissait derrière elle 8 jeunes enfants et un compagnon en deuil. Sa mort révéla une dépendance troublante, non pas aux drogues ou à l'alcool, mais au Coca-Cola. La dépendance de Natasha avait commencé à l'adolescence. Avec le temps, sa consommation de soda avait atteint 10 litres par jour, soit l'équivalent de 18 pintes. Cette quantité dépassait de plus de 11 fois l'apport journalier recommandé en sucre et doublait la limite quotidienne de caféine considérée comme sûre. Elle commençait et terminait chaque journée avec un verre. Sans cette boisson, elle souffrait de symptômes de sevrage tels que l'irritabilité et des tremblements. Sa belle-mère, Vivian Hodgkinson, raconta que Natasha devenait extrêmement agitée lorsque le coca manquait. Pendant des années, Natasha souffrit de divers problèmes de santé, notamment de la fatigue, des nausées et des palpitations cardiaques. Cependant, ni elle ni sa famille ne firent le lien entre ces symptômes et sa consommation de Coca-Cola, les attribuant plutôt au stress ou à d'autres problèmes de santé non liés. Les dents de Natasha se décomposèrent entièrement et durent être extraites, une conséquence directe de la quantité excessive de sucre dans son alimentation. L'un de ses enfants naquit sans émail dentaire, un problème que les médecins associèrent à la consommation de soda de Natasha pendant sa grossesse. À l'intérieur, son corps était gravement endommagé. Elle souffrait également d'hypokaliémie, une condition marquée par un taux dangereusement bas de potassium qui peut provoquer des problèmes cardiaques. Le pathologiste Dr Dan Mornin expliqua que ces symptômes, faiblesse musculaire, fatigue et vomissements, étaient cohérents avec cette condition. Sa consommation de caféine contribua également à son rythme cardiaque irrégulier qui conduisit à sa mort. Le jour de son décès, Natasha ne semblait pas particulièrement malade. Plus tard, Christopher la trouva inconsciente dans la salle de bain. Malgré un appel au secours, les ambulanciers ne purent la sauver. Une enquête sur la mort de Natasha mit en lumière l'impact extrême de son addiction au soda. Le coroner David Crerar conclut que sa consommation excessive de Coca-Cola avait joué un rôle significatif dans son arrêt cardiaque. Il déclara que sa mort n'aurait probablement pas eu lieu de la manière et au moment où elle s'est produite sans sa consommation extrême de soda. La combinaison de sucre et de caféine avait provoqué des déséquilibres métaboliques graves, notamment l'hypokaliémie. Les experts en santé notèrent que consommer jusqu'à 8 litres de liquide par jour pouvait être nocif. Coca-Cola Oceania exprima sa déception face aux conclusions, affirmant qu'il n'y avait pas de consensus clair sur la cause exacte de l'arrêt cardiaque de Natasha et qu'ils ne pouvaient pas contrôler la quantité de leurs produits consommés par les individus. En réponse, le coroner recommanda des mesures pour prévenir des cas similaires. Il incite Coca-Cola à inclure la teneur en caféine sur ses étiquettes et à ajouter des avertissements sur la consommation excessive. Il appela également le ministère néo-zélandais de la Santé à envisager des réglementations plus strictes concernant les boissons caféinées. Catherine Rich, du NZ Food and Grocery Council, fit remarquer que Natasha fumait également beaucoup et ignorait les conseils médicaux pour d'autres problèmes de santé, suggérant que des facteurs de mode de vie plus larges avaient contribué à son décès. Les proches de Natasha la décrivirent comme une mère aimante qui plaçait ses enfants au-dessus de tout, souvent à ses propres dépens. Elle sautait des repas pour que ses enfants aient suffisamment à manger et passait des semaines à organiser leurs anniversaires pour les rendre spéciaux. Sa sœur, Raylan Finlayson, partagea que la dépendance de Natasha au coca était devenue un mécanisme d'adaptation face à une vie difficile. Elle utilisait le coca comme d'autres, se tournerait vers l'alcool ou la drogue pour se réconforter. Après sa mort, le compagnon de Natasha eut du mal à s'occuper de leurs enfants. Christopher dut faire face à des défis supplémentaires, notamment des problèmes juridiques et des difficultés financières. L'histoire de Natasha Harris est un avertissement sur les dangers des habitudes non contrôlées. Sa famille espère que sa mort tragique sensibilisera les gens au risque potentiel d'une consommation excessive de soda. En 2024, Cynthia Naeli Higuereda Burmejo était une jeune mannequin en quête d'une photo aussi frappante qu'originale. Mais son ambition et sa passion pour le mannequinat lui ont coûté la vie.
Ce qui devait être une séance artistique et saisissante s'est transformé en drame en quelques secondes, laissant les témoins sous le choc et soulevant de vives inquiétudes quant au danger de prendre des risques, même au nom de l'art. À 30 ans, Cynthia Naeli Higuereda Burmejo était une mannequin vénézuélienne vivant à Tlajomulco de Zúñiga, au Mexique. Passionnée de photographie et de mode, elle participait régulièrement à des séances photos destinées à produire des images visuellement puissantes et dramatiques. Ce jour-là, elle avait organisé un shooting avec pour décor un train à grande vitesse, espérant capturer toute la puissance du mouvement dans l'image finale. La séance avait lieu à Zacoalco de Torres, une ville située près de Guadalajara dans l'ouest du Mexique. Accompagnée d'un photographe et de plusieurs personnes, Cynthia s'est positionnée près des rails alors que l'équipe mettait en place le matériel. L'idée était de la placer assez proche du train pour un effet spectaculaire sans jamais monter sur les voies. Mais alors que la locomotive approchait, roulant à plus de 180 km/h, Cynthia continuait de poser, pensant être à une distance sécuritaire. Elle se trompait tragiquement. Lorsque le train est passé, tout s'est déroulé en une fraction de seconde. La force du train a généré un puissant courant d'air, un phénomène souvent sous-estimé. Ce souffle a happé les vêtements de Cynthia, l'attirant violemment sous le train. L'impact a été instantané et fatal. Son équipe, horrifiée, n'a rien pu faire. Intervenir aurait été se condamner soi-même. Ils ont immédiatement appelé les secours qui sont arrivés rapidement. Mais il était déjà trop tard. Cynthia était morte sur le coup, sa vie brisée par une passion trop risquée. Son corps a été retrouvé à quelques centimètres seulement des rails, aux côtés d'un trépied et d'équipements photo. Les autorités ont ouvert une enquête immédiatement. Les témoins présents ont été entendus afin de reconstituer le déroulement de l'accident. Le procureur de l'État de Jalisco, Joaquín Méndez Ruiz, a confirmé que la mort de Cynthia semblait être un accident tragique. Selon les témoignages, Cynthia aurait mal évalué la distance de sécurité nécessaire pour éviter le souffle puissant du train. Ce dernier aurait été suffisant pour emmêler ses vêtements et la faire basculer sous la locomotive, provoquant des blessures mortelles. Le corps a été transporté pour autopsie avant d'être remis à sa famille pour les obsèques. L'enquête est toujours en cours, bien qu'aucun acte criminel ne soit suspecté. La mort de Cynthia est un rappel glaçant des risques réels liés aux séances photos près des voies ferrées. Si les shootings dans des lieux insolites sont de plus en plus populaires à l'ère des réseaux sociaux, ils comportent des dangers bien trop souvent ignorés. Et ce n'est malheureusement pas un cas isolé. À travers le monde, plusieurs personnes ont perdu la vie en tentant de prendre des photos spectaculaires ou des selfies près de trains en marche, malgré les campagnes de prévention menées par les compagnies ferroviaires. Ce qui devait être une image percutante s'est transformé en perte irréversible. L'histoire de Cynthia est une leçon douloureuse sur la frontière fragile entre ambition artistique et sécurité personnelle, un rappel tragique que certaines décisions, même prises dans l'instant, peuvent avoir des conséquences irréversibles. Sa mort souligne l'importance cruciale de la prise de conscience et de la responsabilité lorsqu'on travaille dans des environnements dangereux. Aucune photo, aussi réussie soit-elle, ne mérite qu'on y laisse la vie. Ce qui avait commencé comme une plaisanterie anodine lors d'une nuit tardive dans une marina du sud-est du Texas a rapidement tourné au drame. Désireux de s'amuser un peu, Tommy Woodward a fait fi des avertissements pour entrer dans des eaux dangereuses, au sens propre comme au figuré, déclenchant une série d'événements qui ont traumatisé les témoins et secoué toute la communauté. Nous sommes le 3 juillet 2015. Âgé de 28 ans, Tommy Woodward venait de quitter Saint-Louis pour Orange, au Texas, accompagné de son frère jumeau. Les deux frères cherchaient à repartir à zéro et avaient décroché un emploi dans un chantier naval tout proche. Fréquentant régulièrement la marina à Burkhardt, Tommy était connu pour son tempérament sociable et insouciant. Chaque jeudi soir, on le retrouvait à jouer au billard et au shuffleboard avec ses amis, profitant de l'atmosphère détendue du petit restaurant de la marina, réputé pour ses burgers et sa bière. Mais ce soir-là, sa routine a pris une tournure tragique. Un peu après minuit, Tommy est arrivé à Burkhardt's Marina en compagnie de sa petite amie. Malgré l'heure avancée et plusieurs avertissements, il a annoncé qu'il voulait sauter dans le bayou longeant la propriété. Le personnel et les témoins l'ont dissuadé de le faire, évoquant la présence d'un imposant alligator aperçu récemment et le panneau affiché « Interdiction de nager, alligator ». Ce panneau n'avait été posé que quelques jours plus tôt, après qu'un employé eut repéré un prédateur de plus de 3 mètres de long rôdant dans les parages. Ignorant le panneau et les mises en garde, Tommy a retiré sa chemise et son portefeuille, a lancé une remarque désinvolte sur les alligators, puis s'est élancé dans l'eau sombre. Selon les autorités et les témoins, l'attaque a été quasi instantanée. Il est réapparu une première fois à la surface en criant à sa petite amie de s'éloigner, puis a été happé sous l'eau, est remonté face contre l'eau et a de nouveau disparu dans la gueule béante de l'alligator.
Sa petite amie indemne a soit sauté derrière lui, soit déjà été dans l'eau. Michelle Wright, employée de la marina et amie de Tommy, s'est précipitée au bord de l'eau et a aperçu brièvement son corps à la lueur d'une lampe de poche avant qu'il ne sombre de nouveau. L'horreur de la scène hante encore ceux qui y ont assisté. Les secours sont intervenus vers 2h30 du matin. Des policiers de l'Orange Police Department et un garde-chasse de Texas Parks and Wildlife ont fouillé le bayou en bateau pendant plusieurs heures. Vers 4h30, le corps de Tommy a été retrouvé près de la rive. Il portait de graves blessures au bras gauche et à la poitrine. Les autorités ont conclu à une noyade, même si des morceaux de son corps ont ensuite été découverts à l'intérieur du reptile, confirmant la violence de l'attaque. L'alligator, quant à lui, avait disparu au moment de la première intervention. Quelques jours plus tard, un homme du coin, surnommé Bear, a admis l'avoir piégé et abattu en utilisant du poulet comme appât. Le reptile mâle de 400 livres et 3,5 mètres de long a été retrouvé près de la marina et abattu sur place. Bien que Bear ait enfreint la réglementation de chasse, il n'a reçu qu'un avertissement et n'a pas été poursuivi. Selon les officiels, les attaques d'alligators non provoquées sont extrêmement rares au Texas. Il s'agit du premier incident mortel répertorié dans l'État. Néanmoins, ces semaines-là, l'activité des alligators avait augmenté en raison de fortes pluies et de la saison de nidification. Les alligators territoriaux et opportunistes deviennent particulièrement agressifs à cette période de l'année. Famille et amis de Tommy sont restés dévastés. Le personnel de la marina, notamment ceux qui l'avaient mis en garde quelques instants plus tôt, demeure hanté par l'issue fatale. Son frère jumeau a dû identifier son corps et affronter un avenir à jamais bouleversé. Si l'alligator a fini par être capturé et tué, cela n'a apporté que peu de réconfort. Une seule décision, celle de braver les dangers de la nature, aura coûté la vie à Tommy Woodward. Nous sommes le 12 décembre 2021, un dimanche après-midi, paisible à Jaipur, en Inde. Mohsin, un homme de 29 ans, originaire de l'Uttar Pradesh, vivait depuis 2 ans dans cette ville avec sa compagne et la petite fille de celle-ci. La femme avait quitté son mari pour s'enfuir avec Mohsin. Depuis, son mari la recherchait sans relâche, bien déterminé à la retrouver, elle et leur enfant. Ce jour-là, sa quête prit brutalement fin. Le mari arriva à l'appartement où vivaient Mohsin et sa compagne. Mais dès que Mohsin le vit, la panique s'empara de lui. Depuis 2 ans, il fuyait cette confrontation. À présent qu'il n'y avait plus d'échappatoire, il prit une décision désespérée. Il courut jusqu'au balcon et sauta. Depuis le 5e étage, Mohsin tomba lourdement et se blessa grièvement. Sa compagne, témoin de toute la scène, se précipita immédiatement pour l'emmener à l'hôpital gouvernemental SMS dans l'espoir qu'il survive. Mais il succomba à ses blessures dans la nuit. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Au lendemain du drame, la femme et son mari disparurent subitement. Personne ne sut où ils s'étaient de réfugiés et les autorités ne purent les localiser. Leur mystérieuse fuite ne fit qu'ajouter à l'énigme entourant cette affaire. Les enquêteurs conclurent que la réaction de Mohsin avait été dictée par la peur. Dans les jours précédant l'incident, Mohsin et sa compagne avaient emménagé dans un nouvel appartement près de NRI Circle, espérant un nouveau départ. Mais cette tranquillité fut de courte durée. La police confirma que le mari n'avait jamais cessé ses recherches. Lorsqu'il finit par les retrouver, rien ne se passa comme prévu. Au lieu d'une discussion, la peur et la panique prirent le dessus, menant à un dénouement tragique. Le deuil fut d'autant plus douloureux que les dernières heures de Mohsin demeuraient entourées de zones d'ombre. Quant à la femme et à son époux, ils restaient introuvables, laissant planer le doute. L'histoire de Mohsin est celle de la peur, des décisions irréfléchies et d'un mystère non résolu. Sa tentative pour fuir une situation intenable se solda par des conséquences dévastatrices. Et avec les principaux protagonistes désormais disparus, la lumière sur cet événement risque de ne jamais être faite. Le 25 juillet 1911, à Niagara Falls, en Ontario au Canada, un événement exceptionnel se préparait. Bobby Leach, un ancien artiste de cirque de 54 ans ayant travaillé pour le célèbre Barnum & Bailey Circus, était sur le point d'entrer dans l'histoire. Depuis des années, Bobby clamait qu'il pouvait surpasser l'exploit réalisé par Annie Edson Taylor, qui avait survécu à une descente des chutes du Niagara dans un tonneau une décennie auparavant. Ce jour-là, il allait prouver que ses paroles n'étaient pas vaines. Cependant, son objectif ultime restait de survivre à une descente des chutes Horseshoe dans un tonneau. Un exploit qui ferait de lui une légende vivante. Malgré les mises en garde d'Annie Taylor, qui avait déclaré avec insistance « Plus personne ne devrait jamais refaire cela », Bobby, emporté par sa confiance et son esprit bravache, était déterminé à tenter l'expérience. Propriétaire d'un restaurant sur Bridge Street, à Niagara Falls, Bobby aimait partager ses ambitions avec ses clients. Après de nombreux retards et des dépenses considérables, son tonneau était enfin prêt. Ce dernier, une structure cylindrique en acier équipée de pare-chocs en bois à chaque extrémité, avait été spécialement conçu pour amortir l'impact brutal des chutes. À l'intérieur, Bobby était maintenu en place par un harnais solide, prêt à affronter l'épreuve.
Lorsque le tonneau de Bobby fut lâché dans les eaux impétueuses de la rivière Niagara, une foule immense s'était rassemblée à Table Rock et le long des berges surplombant la gorge. L'excitation était palpable et l'attente presque insoutenable. Vers 15 heures, une voiture arriva en trombe à Table Rock et son conducteur, haletant, annonça que Bobby entamait sa descente. Juste avant de basculer dans le vide, il heurta un rocher imposant, arrachant le pare-choc avant et causant une profonde entaille sur le front de Bobby. Malgré cet impact, le tonneau poursuivit sa trajectoire et disparut au sommet des chutes à exactement 15h13. Un journaliste du Daily Record, témoin de la scène, décrivit l'atmosphère de ce moment unique. Lorsque le tonneau s'approcha du bord, les voix de la foule s'estompèrent comme par magie. Un silence intense régna alors que l'effroyable plongeon s'effectua. Pas un son ne se fit entendre si ce n'est le rugissement de la cataracte jusqu'à ce que des dizaines de voix s'écrient « Le voilà !» en apercevant le tonneau réapparaître dans les eaux bouillonnantes en contrebas, un peu en aval des chutes. Mais une question brûlait toutes les lèvres. Bobby était-il encore en vie? Pendant un moment, personne ne put répondre. Le tonneau fut pris dans un tourbillon et tourna sur lui-même pendant près de 20 minutes. Finalement, Fred Bender, employé de l'Ontario Power Company, attacha une corde autour de sa taille et nagea jusqu'au tonneau. Il parvint à le sécuriser et avec l'aide de ses collègues, il le ramena sur la rive. Harry Williams, propriétaire du Lafayette Hotel, frappa sur le tonneau avec un marteau. De l'intérieur, Bobby répondit en frappant à son tour. La foule explosa en acclamations lorsqu'elle réalisa que Bobby avait survécu. Lorsqu'il fut enfin extrait du tonneau, Bobby présentait de graves blessures, 2 rotules fracturées et une mâchoire brisée. Pourtant, sa première demande fut pour de l'oxygène, suivie rapidement par une demande pour un cigare, témoignant de son caractère hors du commun. Après avoir passé 6 mois à l'hôpital pour se remettre de ses blessures, Bobby devint une célébrité instantanée. En 1920, il retourna à Niagara Falls où il ouvrit une salle de billard. Même dans la soixantaine, il ne perdit jamais son goût pour les défis, tentant à plusieurs reprises de nager dans les rapides tourbillonnants du fleuve, bien qu'il échouât dans ses tentatives. Bobby continua de voyager à travers le monde avec son épouse, racontant son histoire et exposant son tonneau lors de conférences et de présentations. Son existence incarna la résilience humaine face aux épreuves les plus périlleuses. Cependant, en 1926, son histoire prit une tournure tragique et pleine d'ironie. Lors d'une tournée promotionnelle à Auckland, en Nouvelle-Zélande, Bobby glissa sur une peau d'orange abandonnée. Il tomba et se cassa une jambe. À une époque où les antibiotiques n'existaient pas encore, même des blessures mineures pouvaient avoir des conséquences dramatiques. La jambe de Bobby s'infecta, les médecins durent l'amputer, mais malgré tous leurs efforts, Bobby succomba à ses blessures 2 mois plus tard, lors d'une intervention chirurgicale. Il fut inhumé au cimetière Hillsborough à Auckland. Sa pierre tombale porte l'inscription suivante « En mémoire de Bobby Leach, mondialement célèbre pour sa descente des chutes du Niagara dans un tonneau. Décédé le 28 avril 1926 à l'âge de 69 ans. Repose en paix. La mort insolite de Bobby fut plus tard évoquée dans un segment sur les morts absurdes de l'émission Horrible History de la CBBC, soulignant le caractère étonnant d'un homme qui avait survécu aux chutes du Niagara mais trouvé sa fin à cause d'une simple peau d'orange. En 2011, pour le centenaire de son exploit, Karen Barnett, une résidente de Tyward Reef, entreprit des recherches sur la vie de Bobby. Elle espérait en apprendre davantage sur ses premières années en Cornouailles et envisageait l'installation d'une plaque commémorative dans son village natal. Né en 1858, Bobby avait grandi dans cette région, bien que peu de détails subsistent sur son enfance. Nous sommes le 28 février 1989 dans le village de Miyakoji, une zone rurale paisible de la préfecture de Fukushima, au Japon. Ce soir-là, une institutrice de 23 ans venait de terminer sa journée et revenait à son dortoir, une petite chambre sommaire au sein d'un foyer pour le personnel. Le dortoir se trouvait en pleine campagne et chaque pièce disposait d'un WC à la turque relié à une petite fosse septique. Rien de moderne mais fonctionnel. En allant aux toilettes, l'enseignante remarqua quelque chose d'inhabituel dans l'orifice, une chaussure. Intriguée, elle se pencha et aperçut quelque chose de bien pire, une jambe humaine. Horrifiée, elle s'enfuit de la pièce en criant à l'aide. Lorsque la police arriva, elle découvrit un corps coincé dans le tuyau étroit de la fosse septique. L'orifice du WC ne mesurait qu'environ 20 cm de diamètre, tandis que le tuyau de la fosse faisait 35 cm de large. Le cadavre était dans une position dérangeante, la tête relevée vers l'ouverture, comme s'il regardait à travers. La victime fut identifiée comme Naoyuki Kano, 26 ans, responsable commercial pour une entreprise intervenant auprès des centrales nucléaires de la région. Connu et apprécié dans le village, c'était un homme amical et sérieux. Il avait disparu depuis plusieurs jours avant que son corps ne soit retrouvé. Les enquêteurs conclurent que Naoyuki était mort d'hypothermie.
Aucune trace de violence ni de lutte n'était relevée. Il avait été découvert torse nu, serrant contre sa poitrine une chemise pliée. Selon la thèse officielle, il se serait faufilé dans la fosse pour espionner des femmes aux toilettes, serait resté coincé et aurait succombé au froid. Cette version ne convainquit pas tout le monde. Ceux qui connaissaient Naoyuki peinaient à croire qu'il se fût enfermé ainsi dans un espace si exigu. De plus, la configuration du système septique soulevait des questions. Le U du tuyau n'avait qu'une ouverture dehors pour l'entretien et l'autre à l'intérieur du WC. L'accès paraissait bien trop étroit pour qu'un adulte s'y glisse seul, même par l'extérieur. D'autres détails étranges s'ajoutaient au mystère. Ses chaussures furent retrouvées à 2 endroits distincts, l'une près de sa tête dans la fosse, l'autre sur la berge d'une rivière voisine. Sa voiture, garée non loin du dortoir, était restée déverrouillée, clé sur le contact, laissant penser qu'il n'avait pas prévu de s'absenter longtemps. On s'interrogea aussi sur son engagement politique récent. Naoyuki participait à la campagne pour l'élection du chef de village. Cette élection avait suscité des tensions, notamment parmi les partisans de la centrale nucléaire voisine, et certains se demandaient si sa disparition n'était pas liée à ces hostilités. Un mois avant son décès, un incident à la centrale de Fukushima Daiichi avait conduit à un arrêt du réacteur, puis le responsable de l'installation s'était suicidé. Quelques voix suggérèrent un lien possible entre ces événements et la mort de Naoyuki. Le témoignage de l'institutrice fut également scruté. Comment avait-elle distingué une chaussure dans la pénombre? Pourquoi avoir soulevé elle-même la dalle de la fosse avant l'arrivée des secours? Bien qu'aucune preuve directe ne l'incriminât, son comportement parut suspect à certains. Malgré ces zones d'ombre, la police classa le dossier comme un accident. Naoyuki se serait glissé de lui-même dans la fosse et serait mort de froid. L'enquête fut close, mais les habitants réclamèrent d'autres investigations sans jamais obtenir de nouvelles preuves. Au fil des ans, l'affaire est devenue une légende locale, un mystère glaçant que l'on évoque encore à voix basse. Des décennies plus tard, Internet a ravivé l'intérêt pour cette histoire, relayée sur des forums, YouTube et les réseaux sociaux, captivant les amateurs d'énigmes inexpliquées. À ce jour, nul ne sait ce qui a vraiment causé la mort de Naoyuki Kanno. Accident tragique ou sombre machination, la vérité reste enfouie, ne laissant que spéculations et questionnements persistants. Le 20 juillet 2022, à Mumbai, en Inde, une ville grouillante de vie, Rekha Nishad, 27 ans, menait une existence modeste mais résiliente. Elle vivait dans une petite maison située dans le quartier de Malad Ouest Pascal Wadi avec son mari et son beau-frère, affrontant les défis quotidiens de la vie urbaine. Depuis des semaines, leur maison était envahie par une infestation persistante de rats. Déterminée à résoudre ce problème, Rekha mit en place une solution qu'elle pensait efficace. Elle injecta du poison dans quelques tomates, espérant les utiliser comme appât pour les nuisibles. Ce soir-là, après une journée fatigante, Rekha rentra chez elle en quête d'un repas rapide et réconfortant. Elle prépara des nouilles instantanées tout en regardant son émission de télévision préférée, profitant d'un rare moment de détente. Distraite par l'émission, elle prit accidentellement une des tomates empoisonnées et l'ajouta à ses nouilles. Sans se douter du danger, elle mélangea les ingrédients et acheva la cuisson. Après le repas, elle commença à se sentir mal. Elle pensa d'abord qu'il s'agissait d'un simple malaise digestif, peut-être causé par un autre aliment. Cependant, ses symptômes s'aggravèrent rapidement, avec des nausées intenses et un inconfort sévère. Son mari et son beau-frère, alarmés par la gravité de son état, la conduisirent d'urgence à l'hôpital Shatabdi. Malgré les efforts des médecins, les dégâts causés par le poison étaient trop importants. La santé de Rekha se dégrada rapidement et, le 22 juillet, seulement 2 jours après l'incident, elle succomba. La police ouvrit une enquête sur cette tragédie. Rekha avait réussi à expliquer ce qui s'était passé avant que son état ne s'aggrave. Elle confia aux autorités qu'elle avait empoisonné les tomates pour éliminer les rats et en avait utilisé une par accident en cuisinant. Les enquêteurs ne trouvèrent aucune preuve de méfait et conclurent à un tragique accident. Il s'agit d'un avertissement sur les dangers de manipuler des substances toxiques à domicile. Un mois plus tard, Mumbai fut témoin d'une autre tragédie similaire. Le 13 août, Kajol Pawar, 24 ans, résidant dans le quartier de Sakinaka à Andheri East, consomma accidentellement du poison pour rats, pensant qu'il s'agissait d'un médicament contre un mal de ventre. Kajol était seule chez elle lorsque l'incident se produisit. Réalisant son erreur, elle appela sa mère, Ananda Gavan, pour demander de l'aide, expliquant ses symptômes et implorant une assistance. Sa mère et son frère se précipitèrent auprès d'elle et la conduisirent dans un hôpital privé à proximité. Cependant, son état nécessitait des soins spécialisés. 2 jours plus tard, elle fut transférée à l'hôpital Hiranandani, où les médecins découvrirent de graves dommages au foie causés par le poison. Alors que sa santé continuait de se détériorer, Kajol fut déplacée à l'hôpital KIM de Parel pour des soins supplémentaires. Malgré les efforts acharnés de l'équipe médicale, le corps de Kajol ne put se rétablir des dommages internes. 6 jours après l'incident, le 19 août, elle succomba.
Son mari, Abhishek Pawar, qui était parti en randonnée au moment des faits, revint pour faire face à la terrible nouvelle de sa mort. La police confirma que la mort de Kajol était également accidentelle. Comme pour le cas de Rekha, son décès fut un rappel sombre des dangers que représentent les substances toxiques lorsqu'elles sont manipulées sans précaution. Ces deux incidents révèlent les graves risques liés à la présence de matériaux dangereux à domicile et les conséquences dévastatrices qu'une simple distraction peut entraîner. Les histoires de Rekha et Kajol soulignent l'importance de la prudence et de la sensibilisation lorsqu'il s'agit de manipuler de telles substances, car même les meilleures intentions peuvent aboutir à des issues tragiques. En mai 2016, Jia Jun, un homme d'affaires en visite au parc animalier Shishiaku, à Ranch, en Chine, voulait profiter pleinement de son voyage en capturant photos et vidéos de la faune diversifiée du parc. Voyageant seul, il souhaitait partager ses clichés avec ses amis pour leur montrer les animaux vivant dans cet environnement côtier en semi-liberté. Son enthousiasme grandissait à mesure qu'il parcourait les différentes zones du parc, mais tout a basculé lorsqu'il est arrivé près de l'enclos des morses. Comme beaucoup de visiteurs, il était fasciné par ces énormes mammifères marins et voulait les voir de plus près. Mais sa tentative de prendre un selfie près d'un morse allait déclencher une série d'événements tragiques et irréversibles. Dès le début de sa visite, Jia envoyait avec enthousiasme des photos et vidéos des animaux à ses proches. Il semblait particulièrement impatient de documenter sa rencontre avec le morse sans se douter une seule seconde du danger potentiel. Les morses sont de grands mammifères marins vivant principalement dans les régions arctiques. Ce sont des animaux sociaux, réputés pour leur intelligence et leur fort attachement à leur groupe. S'ils ne sont pas naturellement agressifs envers l'homme, leur taille colossale, souvent plus d'une tonne, peut rendre même les jeux dangereux. Des témoins ont vu Jia se positionner dos au morse, concentré sur son téléphone pour prendre un selfie. La photo le montre souriant, regardant son écran, ignorant ce qui allait se passer. Le morse, pesant environ 1,5 tonnes, s'est approché de lui par derrière, l'a saisi avec ses puissantes nageoires et l'a traîné dans l'eau. Vu de l'extérieur, cela a d'abord semblé être un geste ludique. Certains spectateurs pensaient que l'animal interagissait simplement avec le visiteur. Mais très vite, en voyant Jia englouti sous l'eau, la panique s'est installée. Duan, le soigneur attitré du morse, est immédiatement intervenu. Il s'occupait de l'animal depuis plus de 10 ans et partageait avec lui un lien étroit. Il a tenté d'utiliser des perches en bambou pour libérer Jia, espérant que le morse lâcherait prise. Mais voyant que ses efforts étaient vains, Duan a pris une décision désespérée. Il est entré dans l'eau lui-même pour essayer de sauver Jia. Malheureusement, à peine dans le bassin, le morse s'est jeté sur lui, l'a également saisi dans ses nageoires et l'a entraîné sous l'eau. Bien que décrit comme un excellent nageur, Duan n'a pas pu résister à la force brute de l'animal. Le morse les a maintenus tous les deux sous l'eau, les submergeant à plusieurs reprises. Lorsque le personnel du zoo est enfin intervenu, il était trop tard. Jia et Duan étaient morts noyés, victimes de la puissance écrasante de l'animal. Ce double drame a bouleversé le personnel et les visiteurs du parc. L'accident a suscité un vif débat, notamment sur les mesures de sécurité du parc animalier. Beaucoup se sont interrogés. Pourquoi n'y avait-il aucune barrière empêchant un contact aussi proche avec le morse? Sur les réseaux sociaux chinois comme Weibo, les utilisateurs ont exprimé leur colère face à l'absence de dispositifs de protection dans certains zoos. Certains ont rappelé que cet accident aurait pu être évité. Un ami de Jia, nommé Wu, a raconté son incrédulité, se souvenant que Jia envoyait encore des vidéos joyeusement quelques minutes avant sa mort. Le zoo a reconnu sa responsabilité et a accepté d'indemniser la famille de Jia à hauteur de 900 000 yens, environ 137 000 $. Mais beaucoup estiment que cela ne résout pas le problème de fond, l'insuffisance des mesures de sécurité. Cette tragédie a ravivé le débat sur le tourisme animalier et les interactions entre humains et grands animaux. Des experts ont souligné que les morses, même s'ils ne sont pas agressifs, sont extrêmement puissants et peuvent blesser involontairement. Des collègues de Duan ont expliqué que le morse entretenait un lien très fort avec son soigneur et que ses gestes auraient pu être interprétés comme de l'affection, non comme de l'agression. Qu'il s'agisse d'un jeu mal compris ou d'un accident tragique, les conséquences furent fatales. Malgré le drame, l'attraction des morses est restée ouverte, ce qui a alimenté davantage la polémique. Certains demandent des règles plus strictes pour encadrer les interactions homme-animal, d'autres reprochent aux visiteurs de sous-estimer les risques. L'accident s'ajoute également à la croissante inquiétude autour des morts liées aux selfies, alors que de plus en plus de personnes mettent leur vie en danger pour une photo parfaite. Finalement, les morts de Jia et Duan soulignent à quel point les rencontres avec la faune, même dans des environnements contrôlés,
peuvent être imprévisibles et dangereuses. Ce qui avait commencé comme une simple visite aux eaux s'est terminé par une perte déchirante, rappelant que la nature, aussi familière semble-t-elle, reste sauvage. Ce qui avait commencé comme une mission audacieuse et pleine de cœur pour soutenir une cause noble s'est achevé dans la tragédie lorsqu'une tentative du prêtre ballon brésilien d'attirer l'attention sur son projet a tourné au désastre de la manière la plus imprévisible. En avril 2008, Adélire Antônio de Carli, 41 ans, était un prêtre catholique romain largement connu au Brésil sous le surnom de prêtre ballon. Né le 8 février 1967, après le divorce de ses parents, il avait vécu avec sa mère au Paraguay jusqu'à son décès alors qu'il n'avait que 15 ans. De retour au Brésil, il enchaîna différents petits boulots. Malgré ses origines modestes, il fut un excellent élève réputé pour sa discrétion. Contre toute attente, il entra au séminaire de Paranaguá et fut ordonné prêtre en août 2003. Dès 2004, il devint responsable de sa propre paroisse et s'engagea profondément dans le travail social. L'une de ses initiatives majeures fut la création de la pastorale, un espace de repos et de soutien spirituel pour les routiers de passage dans la ville portuaire de Paranaguá. Il y célébrait la messe dans la cour du port et défendait avec ferveur les droits des citoyens les plus marginalisés, y compris les sans-abri. Son activisme le conduisit à plusieurs arrestations, dont celle du secrétaire municipal à la sécurité. La même année, il protesta contre l'expulsion des petits restaurateurs du port et parvint à faire suspendre leur éviction. Pour financer et faire connaître la pastorale, Adélire décida de battre le record du monde de durée en vol en montgolfière par grappe de ballon, 19 heures en suspension. Bien qu'il suive des stages de survie et d'alpinisme pour se préparer, son expérience en aéronautique restait inégale. Il avait déjà été exclu d'un cours de parapente à Curitiba pour avoir refusé d'assister aux cours théoriques et s'être opposé à son instructeur. Pourtant, en janvier 2008, il avait réalisé un vol de 4 heures de Ampère jusqu'en Argentine, propulsé par 600 ballons et atteint une altitude de plus de 5000 mètres. Le 20 avril 2008, Adélire effectua sa deuxième et ultime tentative. Après avoir célébré la messe le matin même, il s'envola de Paranaguá, assis dans une chaise attachée à 1000 ballons colorés. Malgré un ciel couvert et pluvieux, il maintint son projet, équipé d'un parachute, de vêtements étanches, d'un GPS, d'un téléphone satellite et mobile, d'un gilet de sauvetage ainsi que de vivres et d'eau pour 5 jours. Sa destination prévue était Dourados, à plus de 700 km, où vivait son frère Marcos. Très rapidement, il monta bien plus haut que prévu. 8 heures après son envol, à une trentaine de kilomètres des côtes, il contacta l'autorité portuaire de Paranaguá pour communiquer ses coordonnées. Il signala également souffrir du froid et rencontrer des problèmes avec son GPS. Ce fut sa dernière communication connue. Cette nuit-là, la marine brésilienne, l'armée de l'air et les pompiers locaux lancèrent des opérations de recherche. Bien que des débris de ballons aient été repérés flottant en mer quelques jours plus tard, les recherches furent abandonnées le 29 avril, les espoirs de le retrouver vivant s'amenuisant. Ce n'est que le 4 juillet 2008 que la partie inférieure d'un corps humain fut aperçue par des marins remorqueurs à environ 100 km de Macaé. Des analyses ADN confirmèrent son identité quelques semaines plus tard. Son corps fut ramené à Paranaguá où les fidèles l'accueillirent sous les applaudissements. Une messe commémorative lui rendit hommage avant son inhumation dans une chapelle spéciale. Si sa vie s'est terminée dans la tragédie, l'héritage d'Adélire demeure, marqué par une quête audacieuse pour servir sa communauté. Nous sommes en 1992 lorsque Greg Austin Gingrich décide de faire une excursion au Grand Canyon avec sa fille adolescente. Greg était réputé pour son sens de l'humour, toujours en train de faire des blagues et de faire rire son entourage. Lui et sa fille partageaient un lien étroit fondé sur l'aventure et la complicité. Le Grand Canyon est l'un des sites naturels les plus époustouflants au monde, attirant chaque année des millions de visiteurs. Mais derrière ces panoramas spectaculaires se cachent de sérieux dangers. Les falaises abruptes et les terrains instables peuvent se révéler mortels pour ceux qui ne font pas preuve de prudence. Greg, cependant, ne pensait pas à la sécurité quand il décida de mettre une mise en scène devant sa fille. Debout près du muret de protection, il fit semblant de perdre l'équilibre, gesticulant et vacillant comme s'il allait tomber. Son plan, effrayer sa fille puis atterrir sans encombre sur un petit rocher en contrebas avant de se redresser en riant pour lui montrer que c'était une blague. Sa fille, habituée à ses pitreries, n'y prêta guère attention et continua son chemin persuadé qu'il se redresserait en riant comme d'habitude. Greg, lui, avait fait un terrible calcul d'approximation. Le rocher qu'il visait se trouvait bien plus loin qu'il ne l'imaginait. En glissant hors du rebord, il perdit toute prise. Au lieu de toucher le rocher, il chuta, précipité de près de 120 mètres. Sa fille, toujours inconsciente du drame, s'éloigna, croyant sans doute qu'il allait surgir en riant derrière elle. Lorsqu'elle comprit enfin l'ampleur de la catastrophe, il était déjà trop tard. Des gardes du parc, alertés par des témoins, entreprirent des recherches et retrouvèrent le corps de Greg au fond du canyon. Ce qui n'était qu'une plaisanterie anodine s'était transformé en tragédie. Ce n'était pas la première fois qu'une vie était fauchée au Grand Canyon. Chaque année, une douzaine de personnes environ y perdent la vie.
Un faux pas près du bord, une distance mal jugée, un panneau d'avertissement ignoré. L'histoire de Greg illustre à quel point la nature est imprévisible. Confiant dans sa capacité à maîtriser son coup, il n'a jamais envisagé qu'une petite erreur puisse conduire au pire. Il pensait connaître le terrain, mais la nature ne se soucie pas de la confiance. Sa famille fut laissée dans le deuil et sa fille dut vivre avec ce souvenir à jamais gravé. Ce qui devait être une simple blague se mua en événement tragique qui la hanterait pour toujours. La mort de Greg n'est pas une question d'inexpérience ou d'irresponsabilité. C'est la conséquence d'une sous-estimation du danger. Le Grand Canyon est beau, mais il commande le respect. Un geste mal calculé et tout bascule. Parfois, il n'y a pas de seconde chance. La beauté peut être trompeuse et la nature implacable. Une fraction de seconde suffit pour tout changer. Le 4 janvier 2005, aux premières heures du matin sur l'autoroute Interstate 80, près de Lincoln dans le Nebraska, une tragédie s'est jouée dans des conditions climatiques particulièrement difficiles. Derek Kipper, un étudiant de 21 ans en dernière année à l'université du Nebraska-Lincoln, rentrait à l'université après un séjour à San Antonio, au Texas. Il se trouvait à l'arrière d'un Ford Explorer conduit par son ami Luke Haverman, tandis qu'un autre ami, Nick Uphoff, était assis à l'avant. Tous trois faisaient partie de la même fraternité et partageaient un lien fort, forgé à travers de nombreuses aventures communes. Derek était une personnalité marquante, reconnue pour son intelligence vive, son sens de l'humour et son intensité. Ses amis le décrivaient comme quelqu'un prêt à tout pour les personnes qui comptaient pour lui. Avec une moyenne académique exemplaire de 4,0 GPA, Derek jonglait avec 5 spécialités: l'histoire, la psychologie, l'économie, la sociologie et les sciences politiques, et se préparait avec enthousiasme à entrer en école de droit. Cependant, cette nuit-là, tout a basculé. Un conducteur de camion circulant sur l'Interstate 80 a remarqué que le Ford Explorer déviait dangereusement de la route. Sur le bitume glacé, le véhicule a dérapé. Alerté par la scène, le conducteur a immédiatement contacté les secours. Lorsque les premiers intervenants sont arrivés sur place, ils ont découvert Derek étendu sans vie sur le sol gelé. Projeté hors du véhicule, il ne portait pas sa ceinture de sécurité. Luke et Nick, qui avaient attaché leur ceinture, ont survécu à l'accident avec des blessures sans gravité mettant leur vie en danger. Ils ont été transportés au centre médical Bryan LGH Medical Center West pour recevoir les soins nécessaires. Le père de Derek, Paul Kipper, était anéanti. « Je suis sous le choc », a-t-il confié lors d'une interview. Pour se rapprocher de son fils, Paul avait choisi de s'installer à Lincoln lorsque Derek avait commencé ses études. Il parlait avec admiration des réalisations de son fils et de son amour pour les débats et l'apprentissage. Derek avait même passé un été à étudier l'économie à l'université d'Oxford en Angleterre, une expérience qu'il chérissait profondément. Parmi ses amis, Kate Pittman, qui connaissait Derek depuis la classe de 7e, était bouleversée par sa disparition. « Il ferait n'importe quoi pour quelqu'un », a déclaré Kate. « Il était vraiment drôle et incroyablement intelligent. Il me donnait des cours particuliers dans des matières qu'il ne suivait même pas. » Le souvenir de leur dernière rencontre, juste avant que Derek ne parte au Texas pour les vacances de Noël, était encore frais dans son esprit. Le capitaine Joe Leflair du bureau du shérif du comté de Lancaster a fourni des précisions sur l'accident. Il a confirmé que l'alcool n'avait joué aucun rôle dans la tragédie. Le véhicule avait simplement glissé sur la chaussée verglacée avant de faire plusieurs tonneaux. L'absence de ceinture de sécurité chez Derek avait entraîné son éjection du véhicule, scellant tragiquement son destin. Ce qui rend cette histoire encore plus poignante, ce sont les convictions mêmes de Derek. 4 mois avant sa mort, en septembre 2004, il avait rédigé un article d'opinion pour le Daily Nebraskan. Dans cet article, intitulé « Les droits individuels sacrifiés par les lois sur les ceintures de sécurité », Derek plaidait contre l'obligation légale de porter une ceinture de sécurité, estimant que cela représentait une atteinte à la liberté personnelle. Avec ferveur, il exprimait sa conviction que chaque individu devait avoir le droit de décider s'il voulait ou non attacher sa ceinture. Dans cet article, Derek écrivait « C'est mon choix de décider quelles précautions de sécurité je prends ». Il se plaçait parmi les opposants aux lois obligatoires, rejetant l'idée que le gouvernement puisse imposer de telles mesures. Ces mots étaient clairs, empreints d'une conviction forte et d'un attachement profond aux libertés individuelles. L'ironie tragique de cette situation n'a échappé à personne. L'argument passionné de Derek contre les lois sur les ceintures de sécurité avait pris une tournure dramatique et dévastatrice. Sa mort mettait en lumière l'importance cruciale de cette mesure de sécurité. Les statistiques sur les lois relatives aux ceintures de sécurité parlent d'elles-mêmes. Au Royaume-Uni, l'introduction de cette obligation en 1983 a permis de réduire de 29% les décès parmi les passagers à l'avant et de 30% les blessures graves dès la première année.
Aux États-Unis, les ceintures de sécurité ont sauvé près de 15 000 vies rien qu'en 2017. Pourtant, certains continuent de résister à cette mesure, invoquant des arguments de liberté individuelle. L'histoire de Derek constitue un rappel bouleversant des conséquences possibles de cette résistance. Ces arguments passionnés contre les ceintures de sécurité résonnent aujourd'hui comme une leçon tragique sur l'importance des précautions de sécurité. Les données sont claires, les ceintures de sécurité sauvent des vies. La mort prématurée de Derek illustre de manière poignante la raison même pour laquelle ces lois existent. Nous sommes le 22 décembre 2024 à Brooklyn, New York. À la station Coney Island Stillwell Avenue, une femme de 57 ans nommée Debrina Kawam dormait dans un wagon de métro à l'arrêt. La station était silencieuse, la rame immobile. Mais ce qui s'est produit ensuite a choqué la ville et fait la une des journaux nationaux. Debrina avait autrefois une vie pleine d'entrain. Au lycée de Little Falls, dans le New Jersey, elle était pom-pom girl et serveuse, réputée pour son énergie et son charisme. Elle avait été élue Most Punk et arborait un sourire millionnaire. Mais la vie en a décidé autrement. Elle a sombré dans l'itinérance et l'addiction à l'alcool, dormant dans des refuges à travers New York. Pourtant, on se souvenait d'elle. Parmi ses anciens camarades se trouvait Mark Montaigne, un ami du lycée. Il la décrivait comme l'âme de la fête, toujours le sourire aux lèvres. Ce matin-là, Debrina était seule, assoupie dans le métro. À 7h30, un homme s'est approché d'elle. Il a été identifié plus tard comme étant Sebastián Zapeta Khalil, 33 ans, immigré sans papiers originaire du Guatemala. Déporté en 2018, il était néanmoins parvenu à revenir aux États-Unis. Sans aucun avertissement, Zapeta Khalil a sorti un briquet et a mis le feu aux vêtements de Debrina. Les flammes se sont propagées en quelques instants, l'engloutissant dans son sommeil. La scène était effroyable, un témoin l'a filmé. Zapeta Khalil s'éloigne calmement et s'assied sur un banc pour observer la scène. Les passants sont restés figés de stupeur. Les images de vidéosurveillance montrent les policiers arrivant sur place, mais l'un d'eux passe devant Debrina sans intervenir. Cette indifférence, révélée plus tard, provoquera une vague d'indignation. Finalement, un employé de la MTA saisit un extincteur et éteint les flammes, mais il est déjà trop tard. À 7h48, Debrina est déclarée morte. Son identité est enfin confirmée le 31 décembre 2024. La nouvelle bouleverse, non seulement à cause de la violence du geste, mais aussi parce qu'il s'agit de la disparition d'une personne autrefois si lumineuse. Debrina avait des rêves. Elle voulait devenir hôtesse de l'air. Sa personnalité magnétique charmant les clients lorsqu'elle servait au Perkins Pancake House ne s'était jamais éteinte, même dans l'adversité. Un ancien voisin se souvient l'avoir vue devant la maison de sa mère, ignorant que celle-ci avait déménagé. Beaucoup estiment que ce crime aurait pu être évité. Zapeta Khalil a été arrêté le jour même, des étudiants l'ayant reconnu sur la vidéo et prévenu la police. Il portait un briquet sur lui et, interrogé, a affirmé ne pas se souvenir des faits, invoquant l'alcool. Vérité ou excuse, le doute demeure. Il a été inculpé de meurtre au premier et au deuxième degré, ainsi que d'incendie volontaire. S'il est reconnu coupable, il encourt la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Au-delà de la procédure judiciaire, la mort de Debrina soulève des questions douloureuses. Comment a-t-elle pu se retrouver si vulnérable ? Ses proches restent hantés par le constat qu'une personne si pleine de vie a pu tomber dans l'oubli. Cette affaire met aussi en lumière la dangerosité à laquelle sont exposées les personnes sans abri. Elle demeure trop souvent une proie facile et le destin tragique de Debrina en est un exemple effroyable. Quant à Zapeta Khalil, son procès déterminera son sort, mais le mal est déjà fait. Ceux qui ont connu Debrina se souviendront d'elle non pas pour la manière dont elle est morte, mais pour ce qu'elle était, une femme lumineuse, pleine de promesses, abandonnée dans un monde qui l'avait oubliée. Le 10 octobre 2014, à Rhyl, au pays de Galles, Vera Williams, une femme de 75 ans résidant à Listudur, fut confrontée à une chaîne d'événements tragiques qui commencèrent par un simple petit déjeuner. Ce matin-là, elle mangeait du pain grillé lorsqu'un fragment tranchant se coinça dans sa gorge, provoquant un inconfort immédiat. Vera, qui avait des antécédents de maladies cardiaques sévères, se rendit aux urgences de l'hôpital Isbiti Glan Clwyd, se plaignant de douleurs à la gorge. Elle fut examinée par le jeune médecin Noor Ismail, qui évalua son état et ne détecta aucun signe de maladie grave. Vera fut renvoyée chez elle. Au cours des 2 semaines suivantes, la douleur dans la gorge de Vera persista, mais elle ne chercha pas immédiatement d'aide médicale supplémentaire. Le 23 octobre, elle retourna à l'hôpital et fut examinée par le docteur Adedeji Adeleke. Elle mentionna des douleurs au cou, mais sans préciser qu'elles duraient depuis sa première visite. Sans une compréhension complète de ses symptômes, le docteur Adeleke suspecta une infection, lui prescrivit des antibiotiques et la renvoya chez elle le lendemain. Le 24 octobre, l'état de Vera se détériora brutalement. Elle se mit à cracher du sang et fut transportée d'urgence à l'hôpital.
Les médecins réalisèrent un examen approfondi, incluant un scanner qui révéla qu'un morceau tranchant de pain grillé avait déchiré son œsophage, provoquant une perforation, aussi appelée rupture œsophagienne, une condition rare et grave. Cette blessure avait entraîné une fuite de sang dans ses intestins, expliquant ses symptômes et les saignements récents. Les déchirures œsophagiennes sont exceptionnellement rares, survenant dans environ 3 cas par million de personnes. Malheureusement, le retard dans l'identification du problème laissait peu d'options de traitement. En raison de la grave condition cardiaque de Vera, la chirurgie était jugée trop risquée. L'équipe médicale se concentra sur la gestion de son état, mais malgré leurs efforts, la santé de Vera déclina rapidement. Elle s'éteignit quelques jours plus tard. La mort de Vera entraîna une révision du cas pour déterminer si une détection ou une intervention plus précoce aurait pu changer l'issue. Le docteur Marion Hughes, une consultante senior en médecine d'urgence, examina le dossier et déclara que les médecins avaient agi de manière appropriée en se basant sur les informations disponibles à l'époque. Elle souligna que les déchirures œsophagiennes étaient si rares que la plupart des médecins ne les soupçonnent pas en l'absence de signes clairs. Avec près de 40 ans d'expérience, le docteur Hughes admit qu'elle n'avait jamais rencontré un tel cas. Cependant, l'enquête révéla également des problèmes systémiques dans le fonctionnement de l'hôpital. La coroner Nicola Jones suggéra que si des dossiers électroniques avaient été en place, le docteur Adeleke aurait pu être mieux informé de la première visite de Vera. Cela aurait pu éveiller des soupçons concernant un problème plus sérieux. Toutefois, il reste incertain que, même avec de meilleurs dossiers, l'issue aurait été différente compte tenu des problèmes de santé préexistants de Vera. Le cas de Vera Williams est un exemple déchirant de la manière dont une activité quotidienne, comme prendre son petit déjeuner, peut conduire à des conséquences graves et inattendues. Son histoire souligne également l'importance d'une communication claire entre les patients et les médecins. En fin de compte, sa mort fut causée par une condition médicale rare. Bien que les médecins impliqués aient agi sur la base des informations qu'ils possédaient, cette tragédie met en lumière la nécessité d'améliorer les systèmes pour garantir que les antécédents des patients soient accessibles et pris en compte lors des traitements. C'était l'été 2014, comme beaucoup de jeunes, Oscar Otto Aguilar, 21 ans, originaire du Mexique, voulait profiter au maximum de la saison estivale. Ce qui semblait être une tentative inoffensive de prendre un selfie s'est transformé en un cauchemar évitable. Ce qui ne devait être qu'un post de plus sur les réseaux sociaux s'est avéré être une erreur fatale, laissant sa famille et ses proches sous le choc et provoquant une vague d'indignation en ligne. Oscar, un jeune homme de la banlieue nord de Mexico, était très actif sur les réseaux sociaux. Sa page Facebook montrait des photos de lui posant avec des voitures, profitant de ses soirées entre amis, souvent accompagnés d'alcool. Mais cette passion pour les photos et les réseaux l'a conduit à faire une erreur irréparable. La nuit du drame, Oscar buvait avec 2 amis, Omar Abneros Vive et un autre individu connu seulement sous le surnom de El Paco. Les 3 jeunes hommes s'amusaient, ils riaient, buvaient, prenaient des photos. À un moment donné, Oscar a eu une idée amusante, prendre une photo avec une arme à feu à la main. L'image était destinée à Facebook, un cliché de plus pour illustrer son quotidien. Mais les choses ont très vite dégénéré. L'arme en question était un pistolet calibre 0,45 à crosse en bois. Oscar l'a saisi, prêt à poser, sans se rendre compte ou sans se soucier du danger de manipuler une arme chargée, surtout en étant alcoolisé. Il tenait le pistolet près de sa tête, cherchant à cadrer la photo parfaite, et a appuyé accidentellement sur la détente. Un coup de feu a retenti, brisant la nuit et plongeant la maison dans la panique. La balle a atteint Oscar en plein front. Ses amis, sous le choc, n'ont pas pu réagir immédiatement. Un voisin, Manfredo Pespe, se souvient avoir entendu le coup de feu suivi d'un cri. Comprenant qu'un drame venait de se produire, il a aussitôt alerté les autorités. À leur arrivée, les policiers ont trouvé Oscar encore en vie, mais grièvement blessé. Malgré les efforts déployés pour le sauver, il est mort sur place. Très vite, les conséquences de l'accident ont pris de l'ampleur. La police a arrêté Omar, présent lors du tir, tandis que El Paco avait déjà pris la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre. Le ministère de la Sécurité publique a confirmé plus tard que la mort d'Oscar semblait accidentelle. Une autopsie a été ordonnée pour évaluer l'étendue exacte des blessures. Les décès accidentels liés aux armes à feu restent un problème majeur, notamment dans les pays où leur possession est répandue. Aux États-Unis, on estime que 37% des blessures par balle proviennent de tirs accidentels. Ces incidents incluent des décharges involontaires lors du nettoyage des armes, des accidents de chasse, des balles perdues et des drames absurdes comme celui d'Oscar. Si le taux global de décès par arme à feu a augmenté ces dernières années aux États-Unis, les morts accidentelles ont, elles, connu une baisse, en grande partie grâce à la sensibilisation et aux réglementations sur la sécurité.
Mais le cas d'Oscar souligne une autre menace. Les comportements à risque encouragés par les réseaux sociaux. Ce drame n'est malheureusement pas isolé. Partout dans le monde, des individus ont trouvé la mort en tentant de prendre des selfies dangereux ou spectaculaires. Sur Internet, de nombreux utilisateurs ont vivement critiqué la décision d'Oscar de poser avec une arme chargée, estimant que la tragédie aurait pu être facilement évitée. Sa mort reste un rappel brutal des conséquences mortelles que peut entraîner l'imprudence. Les derniers instants d'Oscar ont été marqués par une erreur évitable, laissant ses proches dans le deuil et le public face à cette question glaçante. Jusqu'où certains sont-ils prêts à aller pour une photo parfaite? Il pensait s'en tirer en toute impunité, littéralement. Mais alors que Joseph McKinnon achevait ce qu'il avait commencé, un événement imprévu se produisit. Au final, ce ne furent ni les forces de l'ordre, ni les voisins qui l'arrêtèrent. Ce fut le karma, rapide et sans pitié. Joseph McKinnon, soixantenaire, vivait dans la paisible ville de Trenton, en Caroline du Sud, avec sa compagne de longue date, Patricia Ruth Dent, âgée de 65 ans. Présent dans la petite communauté comme une personne sans histoire, il ne suscitait guère de soupçons. Aucun antécédent de violence domestique, aucun appel à la police, aucun signal d'alerte laissant présager l'horreur à venir un samedi matin de mai. Ce jour-là, alors que les voisins voyaient Joseph travailler dans le jardin, peu se doutaient de quelque chose. Il expliquait qu'il creusait un trou pour installer un bassin d'agrément. Au fil de la matinée, Patricia ne s'est pas présentée à son poste au club de golf Mount Vintage, malgré sa réputation de ponctualité. Ses collègues, inquiets, ont commencé à l'appeler et à lui envoyer des SMS dès 7h30 sans obtenir de réponse. Pendant ce temps, Joseph continuait d'achever l'enterrement improvisé qu'il avait entamé la veille. Selon l'enquête menée par le bureau du shérif du comté d'Edgefield, Joseph avait agressé Patricia dans leur domicile commun. Des traces de lutte y furent relevées, du sang identifié comme étant le sien et des signes indiquant qu'on avait nettoyé la maison peu après. Patricia avait reçu des coups au visage, mais l'autopsie révéla que sa mort résultait d'une strangulation. Après l'avoir tué, Joseph avait ligoté son corps avec du ruban adhésif, l'avait enfermé dans des sacs poubelles noirs, puis l'avait traîné jusqu'à son camion, garé dans l'allée. De là, il avait conduit le corps jusqu'au jardin arrière, où la fosse l'attendait. Joseph était sur le point de terminer l'ensevelissement de Patricia lorsque tout a basculé. Les voisins l'ont aperçu, inanimé dans le jardin peu avant 10h, et ont appelé les secours. Un passant a pratiqué des compressions thoraciques avant l'arrivée des premiers intervenants, mais à leur arrivée, Joseph était déjà décédé. Sans signe apparent de traumatisme, les autorités ont d'abord évoqué une cause naturelle, plus tard confirmée. Il s'agissait d'un infarctus. Pourtant, l'enquête ne s'est pas arrêtée là. Patricia étant toujours portée disparue, les shérifs ont fouillé la propriété plus en détail. C'est alors qu'ils ont mis au jour les sacs dans la fosse fraîchement rebouchés, ligotés et dissimulés sous la terre que Joseph avait ardemment déversée avant de s'effondrer. Cette découverte a déclenché une investigation médico-légale complète. La fosse, le camion, la maison nettoyée et la chronologie des événements coïncidaient parfaitement avec les témoignages des voisins, permettant aux enquêteurs de reconstituer les dernières heures du couple. Les conclusions des autopsies ont confirmé ce que les enquêteurs pressentaient. Joseph avait assassiné Patricia, puis succombé en tentant de dissimuler son crime. Pour les quelques 200 habitants de Trenton, un village où tout le monde se connaît, l'affaire a été profondément traumatisante. Résidents et voisins ont exprimé choc, malaise et tristesse. Certains ont redouté pour leur sécurité, d'autres peinent encore à comprendre comment un acte si brutal a pu se dérouler à 2 pas de chez eux. Parmi les plus affectés figurait Pamela Briggs, sœur jumelle de Patricia qui la décrivait comme une femme pleine de vie. Selon Pamela, une part d'elle-même s'en est allée à jamais, emportée dans un accès de violence que personne n'avait vu venir. En fin de compte, la tentative de dissimulation du meurtre par Joseph McKinnon fut stoppée non par l'intervention d'autrui, mais par la défaillance de son propre cœur. Nous sommes en 2014 à Xinjiang, en Chine. Une femme venue rendre visite à la famille de son mari venait d'utiliser des toilettes à fosse ouverte pour la première fois quand elle laissa tomber par mégarde son téléphone tout neuf. L'appareil valait environ 2000 yuans et elle était bien décidée à le récupérer. Elle appela son mari à l'aide. Sans hésiter, celui-ci sauta dans la fosse. Mais dès qu'il toucha le fond, les émanations toxiques des égouts l'étreignirent, et il perdit connaissance presque aussitôt. En le voyant s'effondrer, sa belle-mère paniqua et se précipita à son tour pour tenter de le tirer vers la sortie. Elle aussi fut rapidement submergée par les gaz et s'écroula. La femme prit une décision désespérée. Elle descendit elle-même dans la fosse. À peine y mit-elle un pied que les vapeurs la frappèrent de plein fouet et elle s'évanouit. Le beau-père, témoin de la scène et terrifié, tenta d'appeler secours. Puis, dans un ultime geste de désespoir, sauta à son tour dans la fosse. Lui aussi perdit connaissance sous l'effet des gaz. À ce stade, toute la famille était piégée au fond. Des voisins, alertés par le tumulte, accoururent pour secourir les victimes. Ils utilisèrent des cordes pour extraire les personnes inconscientes. L'un d'entre eux s'effondra toutefois à son tour, intoxiqué par les fumées. Quand on parvint enfin à sortir les 6 personnes, il était déjà trop tard pour le mari et la belle-mère de la femme. Ils ne survécurent pas à l'intoxication.
Les 4 autres furent immédiatement hospitalisés, mais le drame avait déjà brisé la famille. Les autorités conclurent que la famille n'était restée que 5 minutes dans la fosse. L'oncle de la femme, submergé par le chagrin, peinait à réaliser la perte brutale de 2 êtres chers. Tout le quartier pleura cette tragédie, abasourdi par la perspective qu'une simple tentative de récupérer un téléphone ait pu provoquer un tel carnage. Le téléphone, déclencheur de la catastrophe, ne fut jamais retrouvé. La véritable perte résidait dans ces vies fauchées trop tôt et dans l'impact irréversible sur les survivants. Cette histoire n'est pas qu'un accident. C'est un exemple saisissant de la rapidité avec laquelle le moindre geste de désespoir peut conduire à une tragédie inimaginable, laissant derrière lui douleur, questions sans réponse et une famille à jamais marquée. En août 1985, à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, une soirée particulière avait lieu, organisée par le département des loisirs de la ville. Jérôme Moody, un homme de 31 ans, y participait en tant qu'invité. Cette soirée n'était pas une simple fête, mais une célébration en l'honneur des maîtres nageurs sauveteurs qui avaient réussi à passer tout l'été sans qu'aucun incident de noyade ne soit signalé. Pour la première fois dans les mémoires, une telle prouesse avait été accomplie et tout le monde était là pour célébrer. Jérôme Moody n'était pas maître nageur lui-même, il était simplement invité, vêtu de ses habits ordinaires, et profitait de l'ambiance festive depuis les abords de la piscine. L'événement se déroulait dans une piscine municipale et sur les quelques 200 participants présents, près de la moitié étaient des maîtres nageurs certifiés. De plus, 4 maîtres nageurs étaient en service actif pour assurer la sécurité de tous. Au fil de la soirée, les conversations et les rires allaient bon train. Comme les autres convives, Jérôme déambulait autour de la piscine, discutant avec certaines personnes, observant les festivités et se mêlant à l'atmosphère vibrante. Mais au milieu de cette ambiance euphorique, un drame inattendu s'est produit. À la fin de la soirée, alors que les maîtres nageurs s'apprêtaient à vider la piscine, une découverte glaçante les a paralysés. Au fond de la partie profonde de la piscine gisait le corps inanimé de Jérôme Moody. Tout habillé, il avait glissé dans l'eau à un moment donné de la soirée et personne ne s'en était aperçu. Entouré de maîtres nageurs expérimentés, Jérôme avait pourtant sombré dans une noyade silencieuse et fatale, passé totalement inaperçu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les maîtres nageurs, horrifiés, ont immédiatement sorti Jérôme de l'eau et tenté de le réanimer avec urgence. Malheureusement, tous leurs efforts sont restés vains. Les secours médicaux, bien qu'arrivés rapidement, n'ont rien pu faire d'autre que confirmer son décès. Une autopsie a plus tard révélé que Jérôme était mort par noyade. L'ironie cruelle de cette situation n'a échappé à personne. Un homme avait perdu la vie lors d'une fête censée célébrer une saison sans aucune noyade. Les maîtres nageurs, qui avaient bâti leur fierté sur leur vigilance et leur dévouement, étaient accablés par la douleur et la culpabilité. Madeleine Richard, la directrice du département des loisirs de la Nouvelle-Orléans, a exprimé la profonde tristesse ressentie par tous les participants. Les maîtres nageurs étaient bouleversés. « C'est une véritable tragédie », a-t-elle déclaré. C'était la première fête annuelle en mémoire où l'on pouvait célébrer une saison sans incident. Nous en parlions tous avec enthousiasme. C'était une première. La mort de Jérôme Moody a laissé de nombreuses questions sans réponse. Comment avait-il fini dans la piscine? Pourquoi personne n'avait-il remarqué qu'il se débattait? L'enquête a révélé que Jérôme ne nageait pas avec les autres invités et qu'il portait encore ses vêtements lorsqu'il avait été retrouvé. La manière dont il était entré dans l'eau restait un mystère, enveloppé dans la confusion et l'agitation de la fête. Jérôme Moody était un homme apprécié de sa famille et de sa communauté. Né à Emporia, en Virginie, de George et Daisy Moody, il avait grandi à Portsmouth, où il avait reçu son éducation initiale. Doté d'un esprit entrepreneurial, Jérôme avait travaillé comme livreur pour Ligaris Cleaners, avec le rêve d'ouvrir un jour sa propre entreprise de nettoyage à sec. Malgré la brièveté de sa vie, il avait réalisé son ambition en dirigeant avec succès Dundee's Dry Cleaners dans le Bronx pendant plusieurs années, laissant derrière lui un héritage de détermination et de persévérance. Après avoir pris sa retraite, Jérôme était retourné à Portsmouth, où il avait poursuivi ses études pour obtenir un diplôme de licence en sciences à la Norfolk State University. Il était devenu un militant communautaire engagé et avait développé une relation solide avec l'église baptiste de Noble Street, tout en travaillant avec dévouement pour la Wilson Ward Civic League. Jérôme laissait dans le deuil son fils, Jay Moody, sa petite-fille, Brianna Wright, son frère, George Moody, et ses 3 sœurs, Barbara Cure, Daisy Lee et Veronica Johnson. La tragédie entourant la mort de Jérôme Moody est un rappel poignant de l'imprévisibilité de la vie et de l'importance d'être vigilant, même dans les environnements que l'on croit sûrs. Malgré leur formation et leur expérience, les maîtres nageurs présents ce jour-là ont manqué un homme en détresse, rendant l'événement encore plus tragique.
Nous sommes en décembre 2002 à New York. Sean Doyle, un barman, sort boire un verre avec son ami Michael Wright et la petite amie de ce dernier. Ce qui devait être une soirée tranquille prend rapidement une tournure sombre. Au fil de la soirée, Michael devient persuadé que Sean drague sa compagne. Sa frustration se transforme en quelque chose de bien pire. À un moment donné, la dispute dégénère en bagarre. Des témoins racontent que Sean criait « Non, ne me cassez pas les jambes !» avant que la situation ne devienne incontrôlable. Dans un accès de rage, Michael commet l'impensable. Il pousse Sean dans une bouche d'égout béante au milieu de la rue. La chute fait d'environ 5,5 mètres, mais le vrai danger ne vient pas seulement de la hauteur. En dessous se trouve une galerie de vapeur inondée, remplie d'eau brûlante dont la température a atteint des niveaux mortels. Une conduite de vapeur cassée a transformé l'espace sous la chaussée en un véritable piège bouillant. Ce qui rend ce drame encore plus horrible, c'est que Sean ne meurt pas sur le coup. Il survit à la chute et se tient encore debout quand les secours arrivent. De là-dessous, ses cris résonnent dans le tunnel alors qu'il implore de l'aide, mais personne ne peut l'atteindre. La température dans le tunnel dépasse les 300 degrés Fahrenheit et l'eau est assez chaude pour causer des brûlures extrêmes en quelques secondes. Personne ne peut descendre sans mettre sa propre vie en péril. Pendant 4 heures d'agonie, Sean reste piégé. Il est parfaitement conscient, ressent la chaleur extrême tandis que l'eau bouillante le consume lentement. Quand son corps est enfin récupéré, les experts légistes découvrent que les relevés de température effectués sur ces restes atteignent 125 degrés Fahrenheit, la limite de l'appareil de mesure. En réalité, la chaleur était sans doute encore plus forte. Le docteur Judy Melinek, la pathologiste médico-légale qui a examiné le corps de Sean, décrit ses blessures dans un détail glaçant. Sa peau était littéralement dissoute et ses organes internes pulvérisés par la chaleur. Malgré l'atrocité des brûlures, il n'y avait ni os cassé ni traumatisme crânien majeur. Cela signifie que Sean a souffert en pleine conscience jusqu'à la fin. Le docteur Melinek confiera plus tard que c'est ce cas qu'il a le plus hanté. Quand on lui demandait quel était selon elle le pire mode de décès, elle répondait souvent « Vous ne voulez pas savoir ». Mais lorsqu'on insistait, elle décrivait les derniers instants de Sean, la douleur, la chaleur et l'impuissance qu'il a dû ressentir. Le poids émotionnel de cette souffrance est presque impossible à saisir. Un enfer sur Terre qui a laissé une marque indélébile sur tous ceux qui en ont entendu parler. Michael Wright a été arrêté et poursuivi. Alors que sa petite amie soutenait que tout avait dérapé, le tribunal a jugé autrement. Pousser quelqu'un dans un tunnel de vapeur n'est pas un accident. New York n'est pas étrangère à la tragédie, mais la mort de Sean Doyle demeure l'une des plus troublantes de ces dernières années. Ce n'est pas seulement la violence de l'attaque qui a choqué, mais l'horreur des heures qui ont suivi. Son histoire est un exemple glaçant de la rapidité avec laquelle une simple dispute peut basculer et de certains dangers, tapis sous la surface, bien pire que ce que l'on imagine. Michael Wright a payé son geste devant la justice, mais rien ne pourra effacer ce qui s'est passé. La vapeur bouillante, les cris restés sans réponse, et ces 4 heures d'agonie sont désormais une sombre page de l'histoire de la ville. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? C'était le 4 avril 2019 à Chorley, dans le Lancashire. Darren Hickey, un gestionnaire de salle de mariage âgé de 51 ans, terminait sa journée de travail à Ridgemont House, qu'il dirigeait avec fierté. 7 ans auparavant, il avait survécu à un grave accident vasculaire cérébral qui avait nécessité 18 mois d'hospitalisation. Darren avait construit une vie pleine de sens, centrée sur le travail caritatif. Sa dévotion lui avait valu le prix de la personne inspirante et courageuse décerné par l'association Stroke Association. Cet après-midi-là, alors qu'il se préparait à partir, un chef lui demanda de goûter un fish cake pour un événement à venir. Darren accepta et en prit une petite bouchée. À son insu, le fish cake était extrêmement chaud et brûla sa gorge. Darren considéra cela comme un léger inconfort. Au départ, Darren ne pensa pas que la blessure était grave. Cependant, dans l'après-midi, la douleur s'intensifia. Il en informa son partenaire, Neil Parkinson, qui l'encouragea à consulter un médecin. Darren se rendit au service des soins urgents de l'hôpital de Chorley, où il décrivit la sensation de brûlure et ses difficultés à avaler. Un professionnel de santé l'examina et consulta un spécialiste ORL de l'hôpital de Preston. Puisque la brûlure était située profondément dans sa gorge, elle ne pouvait être vue sans équipement spécialisé. En l'absence de blessures visibles dans sa bouche ou sur sa langue, Darren fut renvoyé chez lui avec du paracétamol et des consignes de revenir si ses symptômes s'aggravaient. Le docteur Patrick Waugh, pathologiste ayant effectué l'autopsie de Darren, expliqua que de telles blessures étaient exceptionnellement rares. Les brûlures de la gorge sont généralement observées dans des cas impliquant une chaleur extrême, comme des accidents industriels ou l'inhalation de fumée lors d'un incendie. Comme le gonflement causé par ces brûlures se développe lentement, les symptômes peuvent sembler gérables au départ, mais devenir mortels avec le temps. Plus tard dans la soirée, Darren tenta de se reposer chez lui, mais sa gorge continua de gonfler. Vers 21h45, Neil entendit des bruits alarmants et trouva Darren en train de s'étouffer et de lutter pour respirer. Paniqué, Neil appela une ambulance.
Malheureusement, un retard dans la localisation de leur adresse ajouta environ 5 minutes à la réponse des secours. Lorsque les ambulanciers arrivèrent, le gonflement avait complètement obstrué les voies respiratoires de Darren. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital Royal Bolton, mais fut déclaré mort aux premières heures du 5 avril, moins de 12 heures après avoir mangé le fish cake. Le coroner intérimaire Alan Walsh qualifia l'affaire de tragédie rare et dévastatrice. Le docteur Wu témoigna que la brûlure avait provoqué un gonflement du larynx de Darren, bloquant finalement sa respiration. Le coroner exprima également des préoccupations concernant les soins prodigués à Darren à l'hôpital de Chorley. Bien qu'il reconnaisse la nature inhabituelle de la blessure, il insista sur l'importance d'évaluations approfondies et d'outils de diagnostic avancés dans des cas similaires. Les représentants de GTD Healthcare et du NHS Greater Preston Clinical Commissioning Group assurèrent au tribunal qu'ils examineraient l'incident pour éviter que cela ne se reproduise. La mort de Darren bouleversa profondément ses proches et la communauté. Ses amis, sa famille et ses collègues se souvenaient de lui comme d'un individu bienveillant et courageux qui avait surmonté d'immenses défis. Son travail caritatif et sa vision positive de la vie en avaient inspiré beaucoup. L'histoire de Darren nous rappelle à quel point de petits incidents peuvent mener à des tragédies inattendues. Elle souligne la nécessité de faire preuve de prudence dans la vie quotidienne et de vigilance dans les soins médicaux. Son cas est un appel à l'action pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Le 26 octobre 2024, Amanda Gallagher faisait ce qu'elle aimait par-dessus tout, capturer des moments d'adrénaline et d'aventure. Mais ce jour-là, un accident inimaginable s'est produit. Photographe professionnelle de 37 ans, originaire de Wichita, Kansas, Amanda se trouvait à Cookerfield à Derby où elle documentait les sauts en parachute. Les montées à bord, les sauts, les atterrissages. Mais ce qui devait être une journée de routine au terrain d'aviation s'est transformé en véritable tragédie. Amanda s'était forgé une réputation en tant que photographe talentueuse, créative et audacieuse. Ses amis la décrivaient comme gentille, pleine de vie et avide de nouvelles expériences. Elle s'était récemment initiée au parachutisme et était tombée amoureuse du sport. Quelques semaines avant le drame, elle avait effectué son premier saut en solo qu'elle avait qualifié de meilleure sensation de sa vie. Cette nouvelle passion se mariait parfaitement avec son métier. Elle capturait des images saisissantes de parachutistes en plein vol, vivant des sensations fortes, tout comme elle. Ce funeste après-midi-là, Amanda se trouvait au Air Capital Drop Zone, un événement organisé à Cookerfield. Elle se trouvait à bord d'un Cessna 182 où elle photographiait un groupe de parachutistes juste après leur saut. Après leur sortie de l'avion, elle était restée à l'intérieur pour redescendre avec l'appareil. Une fois au sol, un nouveau groupe de parachutistes a commencé à embarquer. C'est pendant cette phase de transition que l'accident s'est produit. Le Cessna 182 était toujours au sol mais moteur en marche avec son hélice en rotation. Selon les responsables de l'événement, Amanda, appareil photo en main, s'est avancée pour prendre un cliché. Focalisée sur sa prise de vue, elle aurait inconsciemment reculé et heurté l'hélice en mouvement. Les conséquences ont été catastrophiques. Amanda a été gravement blessée. Les secours ont été appelés vers 14h40 et Amanda a été transportée en urgence à l'hôpital Wesley Medical Center par hélicoptère. Malgré tous les efforts pour la sauver, elle a succombé à ses blessures. Sa mort a choqué les communautés du parachutisme et de la photographie. Amis, collègues et passionnés ont envahi les réseaux sociaux de messages de deuil, la décrivant comme une artiste talentueuse, douce, chaleureuse, courageuse, toujours à la recherche de ce qui la faisait vibrer. Une campagne GoFundMe a été lancée pour aider sa famille à financer ses funérailles, récoltant plusieurs milliers de dollars. L'accident a également soulevé des questions sur les protocoles de sécurité dans les aérodromes. Et beaucoup s'interrogent sur comment un tel drame a pu arriver. Alors que certains rendaient hommage à la vie et à l'héritage d'Amanda, d'autres ont également exprimé leur compassion envers le pilote qui était aux commandes de l'appareil, profondément marqué par la scène. Les autorités locales, dont le bureau du shérif du comté de Sedgwick, la Federal Aviation Administration, FAA, et le National Transportation Safety Board, NTSB, ont ouvert une enquête pour comprendre les circonstances exactes de l'accident. Les déclarations officielles de l'organisation de l'événement ont confirmé que passer devant l'aile de l'avion contrevenait aux règles de sécurité les plus élémentaires, même s'il reste incertain pourquoi Amanda s'est déplacée dans cette direction. Bien que sa vie ait été brutalement interrompue, Amanda laisse derrière elle un héritage de passion et de créativité. Ceux qui l'ont connue se souviendront d'elle non seulement pour son talent, mais aussi pour sa gentillesse, sa chaleur humaine et son audace à poursuivre ce qui la faisait vibrer.
Ce qui aurait dû être un vol de nuit sans histoire entre Moscou et Hong Kong est devenu l'un des désastres aériens les plus terrifiants de l'histoire. Le vol 593 d'Aeroflot a décollé de l'aéroport international de Sheremetyevo le 23 mars 1994 à bord d'un Airbus A310 transportant 75 personnes à destination de l'aéroport de Kai-Tak. Opéré par Russian International Airlines, le vol comptait surtout des ressortissants russes, dont une trentaine d'employés de la compagnie et leurs familles, ainsi que plusieurs hommes d'affaires. À bord se trouvaient le commandant de bord Andrei Danilov, le copilote Igor Piskaryov et le commandant suppléant Yaroslav Kudrynsky, pilote chevronné totalisant plus de 8900 heures de vol. Kudrynsky avait également emmené ses deux enfants, Yana et Eldar, pour leur premier voyage international, une décision qui allait se révéler catastrophique. Peu après minuit, à mi-parcours au-dessus de la Sibérie, le commandant Kudrynsky a invité ses deux enfants dans le cockpit pour leur faire sentir le pilotage. Yana, 13 ans, s'est assise aux commandes pendant que Kudrynsky ajustait discrètement le cap de l'autopilote pour lui donner l'illusion de piloter. Aucun véritable contrôle ne lui était accordé. Quelques minutes plus tard, c'est Eldar, 15 ans, qui a pris sa place. Ce qui s'ensuivit fut une succession d'erreurs dramatiques. En manipulant le manche pendant plus de 30 secondes, Eldar a désengagé partiellement l'autopilote sans le savoir. L'équipage, peu familier avec cet appareil, n'a pas remarqué le changement. L'appareil a alors amorcé un lent mais régulier basculement vers la droite. À mesure que l'inclinaison augmentait, les pilotes ont commencé à se rendre compte que quelque chose n'allait pas. En quelques secondes, l'avion a dépassé les 45 degrés d'inclinaison, puis les 90 degrés, un angle qu'un A310 n'est pas conçu pour supporter. L'autopilote, encore partiellement engagé, a tenté de corriger la montée et de maintenir l'altitude, provoquant un décrochage. Finalement, il s'est totalement désengagé, laissant l'équipage aux commandes manuelles. Kudrynsky est parvenu à regagner son siège et a ordonné à ses enfants de retourner à leur place. La situation était désespérée. Les pilotes ont tenté de redresser l'appareil, en vain. L'avion s'est mis à vriller, ils ont brièvement repris le contrôle, juste assez longtemps pour tenter une nouvelle correction. Mais la vrille a repris aussitôt. L'appareil ayant perdu trop d'altitude, il s'est écrasé à minuit 58, 16 minutes après que Yana ait posé ses mains sur les commandes. Le vol 593 d'Aeroflot a percuté la chaîne de montagnes de Kuznetsk-Alataou à environ 250 km/h. Les 63 passagers et les 12 membres d'équipage ont tous péri sur le coup. Aucun appel de détresse n'a été émis. Le train d'atterrissage était rentré, tous les passagers étaient attachés, préparés à une urgence, sans imaginer l'ampleur du drame. L'épave, éparpillée sur un flanc isolé de la Sibérie, a été découverte 2 jours plus tard et les enregistreurs de vol récupérés peu après. Dans un premier temps, Aeroflot a nié toute violation des protocoles de cockpit. Mais lorsqu'un magazine moscovite a publié les transcriptions de l'enregistreur de conversation, la vérité a éclaté. Les derniers instants révèlent les mises en garde glaçantes de Kudrynsky envers ses enfants, notamment une supplique désespérée adressée à Eldar pour qu'il retourne derrière. Les enquêtes n'ont relevé aucune défaillance technique de l'appareil. Les analystes ont conclu que si l'équipage avait laissé l'autopilote corriger la descente initiale sans interférence, l'avion aurait pu se stabiliser et le crash aurait peut-être pu être évité. Cet accident est resté un sombre rappel des conséquences du non-respect des protocoles en cabine. Pour les familles des victimes, qui avaient placé leur confiance en un équipage expérimenté et une compagnie réputée, le traumatisme fut incommensurable. Dans les années qui ont suivi, des proches venus de Russie, de Chine et de Taïwan ont visité le site du crash, y déposant des fleurs, des notes manuscrites et des souvenirs, égrenés sur la colline désolée où 75 vies se sont éteintes dans le silence. Le 4 novembre 2012, au zoo de Pittsburgh et à l'aquarium PPG, le petit Maddox Lamar Derkoch, âgé de 2 ans, visitait les lieux avec ses parents Jason et Elizabeth. La famille s'arrêta devant l'enclos des lycaons d'Afrique, permettant aux visiteurs de voir les animaux d'en haut. Si cette structure offrait une vue imprenable, elle comportait aussi des risques, surtout pour les tout-petits. Elizabeth le souleva et le posa sur la rambarde haute d'environ 1,20 m. Malgré les avertissements affichés rappelant les consignes de sécurité, il était courant que des parents y placent leurs enfants, mais alors qu'elle le tenait dans ses bras, Maddox perdit l'équilibre et glissa de la rambarde, chutant d'environ 4,3 m. Il manqua le filet de sécurité prévu pour retenir de petits objets, pas un enfant, et atterrit au milieu de l'enclos parmi les 11 lycaons. Le drame se déroula en quelques instants. Les chiens sauvages, alertés par la chute, attaquèrent Maddox avant que le personnel du zoo n'ait le temps d'intervenir. Un officier de police tira même sur l'un des animaux pour tenter d'arrêter l'attaque, mais il était déjà trop tard. Le garçonnet avait subi des blessures mortelles. Un vétérinaire présent sur place confirma immédiatement qu'il n'y avait plus rien à faire. L'émotion fut immense. Elizabeth essuya de vives critiques pour avoir posé son enfant sur la rambarde, mais le procureur du comté d'Allegheny, Stephen Azapala Jr., conclut à un accident tragique et renonça à toute poursuite pénale.
La famille engagea toutefois une action civile contre le zoo, l'accusant de ne pas avoir pris en compte les risques. Les documents rendus publics révélèrent que la direction du zoo connaissait les dangers de cette plateforme depuis au moins 2006. Le personnel avait déjà observé des parents y tenir leurs enfants et s'était inquiété qu'un accident survienne, mais aucune mesure corrective n'avait été prise. Le zoo, de son côté, soutint que l'installation respectait toutes les normes de sécurité et avait subi 35 inspections fédérales depuis son ouverture. L'opinion publique resta partagée. Certains accusaient le zoo de négligence après des avertissements répétés, tandis que d'autres estimaient qu'Elisabeth aurait dû redoubler de vigilance. Le litige fut finalement réglé à l'amiable, les termes de l'accord restant confidentiels. Suite à la tragédie, le zoo procéda à plusieurs changements, les lycaons d'Afrique transférés dans d'autres enclos et l'espace réaménagé pour accueillir des guépards. Malgré ces remaniements, la critique envers la gestion de la crise par l'établissement persista, beaucoup jugeant qu'il avait injustement pointé du doigt la mère en deuil. Pour honorer la mémoire de leur fils, Jason et Elizabeth lancèrent une collecte de camions jouets, passion de Maddox, qu'ils offrirent à des enfants défavorisés durant la période des fêtes. Cette initiative, touchant des milliers de personnes à travers le pays, permit de perpétuer l'amour que portait Maddox aux petites voitures. Cet événement suscita un débat plus large sur la sécurité dans les lieux publics et sur la responsabilité des institutions. L'histoire de Maddox rappelle tragiquement qu'en un instant, un geste anodin peut devenir irréversible et que la vigilance doit primer, surtout autour des plus vulnérables. Le 29 juillet 2011, dans la petite ville de Durham-Sud, au Québec, un événement tragique marqua les esprits. Chantal Lavigne, une mère de famille de 38 ans, trouva la mort lors d'un séminaire spirituel intitulé « Mourir en conscience ». Passionnée par la spiritualité, les médecines alternatives et l'agriculture biologique, Chantal s'était depuis 2007 engagée dans divers ateliers de développement personnel. Malheureusement, cet intérêt pour les pratiques New Age et cette quête de transformation intérieure aboutirent à un dénouement dramatique. Le séminaire était organisé par une figure autoproclamée de guide spirituel, accompagnée de ses assistants Ginette Duclos et Gérald Fontaine. Ce dernier promettait une purification corporelle par le biais d'un rituel de sudation extrême, un processus qui se révéla fatal pour Chantal. Depuis plusieurs années, Chantal s'investissait corps et âme dans ses formations, dépensant une somme considérable et accumulant des dettes qui atteignaient 40 000 $. Séduite par les enseignements de l'organisatrice, qui prétendait canaliser un personnage mystique nommé Melchisédek, Chantal était devenue une adepte convaincue. Sa famille, bien qu'inquiète de son implication croissante, assistait impuissante à sa transformation. Après la naissance de son deuxième enfant en 2009, son engagement envers ces pratiques s'intensifia. L'organisatrice, usant de manipulations psychologiques, affirmait régulièrement à ses disciples que des destins tragiques les attendaient s'ils n'allaient pas jusqu'au bout de leur parcours spirituel. Bien que Chantal ait parfois douté des méthodes utilisées, elle restait persuadée des bienfaits qu'elle pourrait tirer de ces enseignements. En juillet 2011, elle prit la décision d'annuler un voyage en camping avec sa famille pour assister au séminaire « Mourir en conscience », qu'elle considérait comme une étape essentielle de son cheminement spirituel. Le séminaire se déroulait dans une ferme louée pour l'occasion. Les participants furent soumis à un rituel de sudation particulièrement éprouvant, présenté comme une méthode de désintoxication corporelle. En cette journée d'été particulièrement chaude, Chantal et 8 autres participants furent allongés au sol, enduits de boue, enveloppés dans du film plastique et recouverts de plusieurs couches de couverture. Pour aggraver les conditions, des boîtes en carton furent placées sur leur tête afin de limiter la circulation de l'air, tandis qu'ils étaient incités à hyperventiler. Ce rituel, présenté comme inspiré des pratiques des lodges de sudation autochtones, n'avait en réalité que peu de lien avec ces traditions et présentait des risques importants pour la santé. Pendant 9 heures, les participants durent supporter des conditions extrêmes. Plusieurs montrèrent des signes de détresse physique et l'un d'entre eux abandonna avant la fin. Pourtant, Chantal persista, malgré les difficultés croissantes. Au fil des heures, son état s'aggrava jusqu'à ce qu'elle perde conscience. Sa température corporelle atteignit un niveau critique de 40,5 degrés Celsius, provoquant une hyperthermie sévère. Cette condition, où le corps surchauffe dangereusement, engendra une défaillance organique multiple. Réalisant que Chantal ne réagissait plus, les organisateurs, dépourvus de toute compétence médicale, se résolurent finalement à appeler les secours. Lorsque les paramédics arrivèrent sur place, Chantal était déjà dans un état critique. Gravement déshydratée et souffrant de multiples défaillances d'organes, elle fut transportée en urgence à l'hôpital. Malgré les efforts des médecins, elle succomba à ses blessures. L'autopsie révéla que son corps avait été littéralement cuit vivant, un constat qui illustra l'extrême dangerosité du rituel. La mort de Chantal provoqua une onde de choc dans sa communauté et suscita une vaste couverture médiatique.
L'attention se porte rapidement sur les pratiques douteuses du séminaire et sur les responsabilités de ses organisateurs. Une enquête fut ouverte et, en décembre 2014, la justice rendit son verdict. L'organisatrice et ses 2 assistants furent reconnus coupables de négligence criminelle ayant causé la mort. L'organisatrice écopa d'une peine de 3 ans de prison, tandis que ses complices furent condamnés à 2 ans d'emprisonnement. Le tribunal jugea que leur comportement avait démontré une indifférence flagrante pour la sécurité des participants. Lors du procès, la juge Hélène Faby mit en lumière les conditions dangereuses de ce séminaire. Elle souligna l'effet combiné de la chaleur, de l'humidité et du manque de circulation d'air, qui avait gravement aggravé les risques. De plus, les organisateurs n'avaient pas pris la précaution d'évaluer la santé des participants avant de les soumettre à un tel rituel, ce qui constituait une négligence majeure. De nombreux experts dénoncèrent ces pratiques irresponsables. Diane Casoni, criminologue à l'Université de Montréal, exprima son inquiétude face à l'absence de réglementation entourant ce type de groupe spirituel. Elle appela à un encadrement plus strict pour éviter que des tragédies similaires ne se reproduisent. La mort de Chantal demeure un exemple poignant des dangers que peuvent représenter des pratiques ésotériques mal encadrées et l'influence de pseudo-gourous sur des individus en quête de sens. C'était le 21 mai 2023 lorsque Zachary Porter, 20 ans, partit à l'aventure en Alaska avec ses amis. Étudiant en 2e année d'économie à la Washington University de Saint-Louis, Zachary était passionné de voyage et de plein air. Lui et 3 amis étaient arrivés en Alaska pour explorer avant le début des activités estivales. Cet après-midi-là, ils marchaient sur les vasières de Turnagain Arm, près de Hope, une petite communauté à environ 86 minutes au sud d'Anchorage. Turnagain Arm est célèbre pour ses marées spectaculaires et ses bancs de vases traîtres. À marée basse, la surface semble solide, mais la fine boue peut piéger quiconque s'y aventure, créant un effet de sable mouvant. Zachary allait bientôt découvrir à quel point ce terrain était dangereux. Alors que le groupe progressait, Zachary s'enfonça soudainement. D'abord, cela parut anodin, mais plus il tentait de se dégager, plus il s'enlisait. Ses amis se précipitèrent pour l'aider, mais leurs efforts ne firent qu'aggraver les choses. Le temps jouait contre eux. La marée dans Turnagain Arm est l'une des plus rapides au monde et l'eau commençait déjà à monter. Les services de secours de Girdwood et de Hope Sunrise furent dépêchés, mais ils se trouvaient encore à 1 heure de route. Les amis de Zachary ne purent que le regarder, impuissants, tandis que l'eau continuait de monter. Les équipes de sauvetage arrivèrent dès que possible et utilisèrent un matériel spécialisé pour tenter de l'extraire. Mais la marée montante avait ramolli la vase, rendant tout dégagement pratiquement impossible. À 18h43, Zachary était complètement submergé. À 19h, les secours accédèrent finalement à la zone où il était coincé, mais il était trop tard. L'opération passa alors du sauvetage à la récupération. Le lendemain matin, le 22 mai 2023, son corps fut repêché. La mort de Zachary plongea sa famille, ses amis et sa communauté dans le deuil. Son père, Todd Porter, évoqua les randonnées familiales et ces moments où Zachary se perdait volontairement en pleine nature, ses expériences préférées. Sa mère, Susan Reeder, le décrivit comme un jeune homme promis à un bel avenir, rêvant de voyages et de découvertes. Sa sœur, Elisabeth, parla de sa gentillesse, soulignant qu'il était compatissant, travailleur et intelligent. Il avait mentoré de jeunes joueurs de baseball et des élèves en voile. Son ancien entraîneur de baseball, Ray Del Fava, le qualifia de leader discret, inspirant les autres, tant sur le terrain qu'en dehors. Zachary adorait naviguer et passer du temps en plein air. Sa mère avait toujours soutenu cette passion et il rêvait de devenir navigateur professionnel. Elle racontait combien il était déterminé à avoir un impact positif sur le monde, à la fois par ses aventures et sa bienveillance envers les autres. Les vasières de Turnagain Arm avaient déjà causé des tragédies. Le dernier accident mortel recensé remontait à près d'1 décennie. Cet endroit est trompeur. À marée basse, le sol paraît stable, mais la vase agit comme du sable mouvant. Une fois coincé, s'en sortir sans aide relève de l'impossible, et dès que la marée monte, la situation devient rapidement mortelle. Christy Peterson, secouriste et administratrice au service des pompiers volontaires de Hope Sunrise, a vu de ses yeux combien ces vasières sont dangereuses. Elle explique que beaucoup ignorent les panneaux d'avertissement, pensant pouvoir traverser sans risque. Mais une fois piégé, chaque seconde compte, il faut appeler immédiatement le 911. La famille de Zachary dut composer avec un deuil inimaginable. Toujours prêt à aider, il voulait laisser une empreinte positive, que ce soit en mentorant les autres ou en étant simplement présent pour ceux qui en avaient besoin. Sa famille décida de transformer leur chagrin en action. Ils envisagèrent de créer une fondation à son nom, destinée à offrir aux enfants défavorisés la possibilité d'explorer la nature. Par ce projet, ils espèrent honorer l'amour que Zachary portait au plein air et permettre à d'autres de vivre la même joie qu'il éprouvait. L'histoire de Zachary est un rappel poignant de l'imprévisibilité de la nature. Les vasières de Turnagain Arm peuvent sembler paisibles, mais elles cachent des pièges mortels. Sa famille souhaite que son héritage incite non seulement à l'exploration, mais aussi au respect des forces de la nature.
La vie de Zachary Porter a peut-être été écourtée, mais son esprit d'aventure et sa bonté ne seront jamais oubliés. Ses proches sont résolus à faire vivre sa mémoire pour que d'autres continuent de parcourir le monde comme ils l'avaient toujours rêvé. C'était un matin tranquille, le 16 août 2010, à Knebworth, dans le Hertfordshire. Mitchell Carey, un graphiste de 43 ans et père de 2 enfants, décida de sauter le petit déjeuner ce jour-là. À l'heure du déjeuner, affamé, il se rendit dans un café près de son lieu de travail pour prendre un repas rapide. Il choisit un simple sandwich au cornet de beef sans savoir que ce choix entraînerait une crise médicale tragique et rare. Au début, tout semblait normal. Mitchell retourna au travail et mangea son sandwich. Mais 25 minutes plus tard, il commença à transpirer abondamment et à se plaindre de douleurs abdominales sévères. Alarmés, ses collègues appelèrent les secours. Les ambulanciers arrivèrent rapidement et transportèrent Mitchell à l'hôpital Lister de Stevenage. Les médecins pensèrent d'abord à une intoxication alimentaire. Il reçut des analgésiques et fut renvoyé chez lui le jour même, avec des instructions pour se reposer et gérer ses symptômes avec des médicaments. Malheureusement, l'état de Mitchell s'aggrava pendant la nuit. Le lendemain, le 17 août, il souffrait de crampes abdominales violentes et de vomissements incontrôlables. Sa santé se détériora rapidement et il s'effondra chez lui. Sa femme, Debbie Carey, appela immédiatement les services d'urgence. À leur arrivée, les ambulanciers trouvèrent Mitchell dans un état critique. Il souffrait d'une défaillance organique aiguë et avait déjà subi une crise cardiaque. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital Lister, mais malgré les efforts de l'équipe médicale, son état continua de se dégrader. Dans les premières heures du 18 août, Mitchell succomba à une défaillance multiorganique causée par une infection bactérienne rare. L'infection fut identifiée plus tard comme étant due à Clostridium perfringens type A, une bactérie liée aux intoxications alimentaires. Cette souche est si rare que seulement 7 autres cas ont été signalés dans le monde. Dans le cas de Mitchell, la bactérie provenait probablement de son sandwich au cornet de beef. Les médecins expliquèrent que l'apparition rapide des symptômes, seulement 25 minutes après le repas, indiquait fortement que le sandwich était la source. Les agents de santé environnementale testèrent du cornet de beef provenant du café, mais aucune contamination ne fut trouvée. La mort de Mitchell n'était pas la première tragédie pour sa famille. Il avait été veuf d'Anna Wilson, la fille du présentateur de télévision et ancien gardien de but d'Arsenal, Bob Wilson. Anna était décédée en 1998 à seulement 31 ans après avoir combattu un cancer rare et agressif appelé schwannome malin. Mitchell et Anna avaient été mariés pendant 6 ans. Après la mort d'Anna, Mitchell resta proche de ses beaux-parents Bob et Megs Wilson qui le considéraient comme un membre très aimé de leur famille. Bob, aujourd'hui retraité et vivant dans le Dorset, déclara être dévasté par la perte de son gendre, qu'il décrivit comme profondément aimé. En 2004, Mitchell retrouva l'amour avec Debbie Smith, une amie proche de sa défunte épouse. Ils se marièrent et bâtirent une vie ensemble à Knebworth, élevant les fils de Mitchell, Dylan et Ewan, qui avaient respectivement 9 et 7 ans au moment de sa mort. Une enquête sur le décès de Mitchell mit en lumière la rareté choquante de sa condition. Le coroner Edward Thomas qualifia l'affaire de cas extrêmement rare et annonça que les détails seraient partagés avec le ministère de la Santé pour sensibiliser au danger du Clostridium perfringens type A. La cause officielle du décès fut enregistrée comme une défaillance multiorganique due à une coagulation intravasculaire disséminée et à une entérocolite causée par l'infection bactérienne. Le café et ses fournisseurs furent soumis à un examen minutieux après la tragédie, mais aucune action en justice ne fut engagée. Aldi, le détaillant ayant fourni le cornet de beef, exprima sa confiance dans la sécurité de ses produits et présenta ses condoléances. Elle rappelle combien les infections bactériennes peuvent être dévastatrices et souligne l'importance de pratiques rigoureuses en matière de sécurité alimentaire. Le 2 mai 2018, Probatra, un chauffeur de taxi d'âge moyen originaire de l'Odisha, en Inde, raccompagnait 2 clients chez eux après un mariage. En chemin, il aperçut quelque chose qui attira son attention. Un ours blessé. Pro prit alors une décision fatale qui allait rapidement devenir un sinistre rappel des dangers liés à l'imprudence humaine face à la vie sauvage. Ce qui avait commencé comme un simple trajet de retour s'est terminé en tragédie. Ce soir-là, Prao conduisait son SUV à travers une zone boisée du district de Nabarangpur. Il s'arrêta sur le bord de la route pour satisfaire un besoin naturel. En s'éloignant du véhicule, il aperçut un ours près d'un étang. L'animal, apparemment blessé, semblait se reposer, peut-être en détresse. Au lieu de garder ses distances, Pro fit le choix tragique de s'approcher, bien décidé à prendre un selfie. Ses passagers, restés dans la voiture, comprirent immédiatement ce qu'il comptait faire et le supplièrent de ne pas s'approcher davantage. Mais Prao était déterminé, il ignora leurs avertissements et s'avança vers l'animal, téléphone à la main, prêt à prendre une photo avec la bête blessée.
La suite fut rapide et brutale. L'ours, sentant une menace potentielle, réagit avec son instinct de survie. Alors que Pro tentait de se positionner près de lui, il glissa. Ce fut l'instant que l'animal attendait. Il bondit sur lui, le griffant violemment et le mordant à plusieurs reprises. Ses passagers, horrifiés, ne purent que regarder la scène se dérouler sous leurs yeux. Certains tentèrent de faire diversion à distance en criant et en lançant des objets. Un chien errant s'est même interposé, attaquant l'ours pour tenter de sauver Pro. En vain. En quelques instants, Pro Batra succomba à ses blessures. Des témoins ont filmé la scène tragique. À l'arrivée des secours, il était déjà trop tard. Son corps n'a pu être récupéré qu'après que l'ours ait été endormi à l'aide de tranquillisants. L'animal impliqué dans l'attaque serait un ours lipou ou ours paresseux, une espèce connue pour son comportement agressif, surtout envers les humains. Originaire du sous-continent indien, l'ours lipou est l'un des ours les plus dangereux lorsqu'il s'agit de rencontres humaines. Contrairement à d'autres espèces d'ours qui évitent généralement les confrontations, les ours lipus réagissent de manière très défensive, attaquant fréquemment les personnes qui s'approchent trop près. Cette agressivité est en grande partie liée à leur instinct de défense face à ce qu'ils perçoivent comme des menaces, qu'il s'agisse d'humains ou de prédateurs naturels comme les tigres ou les léopards. Leur habitat chevauche souvent des zones densément peuplées, ce qui explique la fréquence des attaques en Inde, certaines se soldant par de graves blessures, d'autres par la mort. La mort de Pro Batra était le 3e décès lié à un selfie dans la région d'Odisha en l'espace de quelques mois, soulignant une tendance préoccupante, la prise de risques insensés pour alimenter les réseaux sociaux. Des cas précédents concernaient des personnes ayant tenté de se prendre en photo avec des éléphants sauvages, avec des conséquences tout aussi fatales. L'Inde détient aujourd'hui le record mondial du nombre de morts liés aux selfies, beaucoup survenant dans des lieux dangereux ou lors d'interactions à haut risque avec la faune sauvage. Cet incident tragique est un avertissement. Ignorer les règles élémentaires de sécurité face aux animaux sauvages peut avoir des conséquences irréversibles. La décision de Prao de s'approcher d'un ours blessé, malgré les signaux d'alerte et les mises en garde de ses passagers, lui a coûté la vie. Tout avait commencé comme une montée d'adrénaline insensée, une envie de ressentir la même poussée d'euphorie qu'il avait vue dans des vidéos en ligne. Mais pour François Hallé, ce qui n'était qu'un coup de folie est vite tourné au drame. Un instant irréversible qui a laissé ses amis sous le choc et toute une communauté en deuil. Âgé de 22 ans, François a été décrit par son entourage comme un jeune homme joyeux et avide d'aventure. Il faisait partie d'un groupe soudé d'amis au Québec qui s'intéressait récemment à un défi viral baptisé Couchsurfing. Inspiré des vidéos postées sur Internet, cette pratique consistait à s'asseoir sur un canapé ou un divan attaché à l'arrière d'un véhicule en mouvement, souvent une camionnette, et à se laisser traîner à vive allure sur des routes de campagne. Pour François et ses amis, c'était un moyen de rompre la routine, de se sentir vivant et de chercher des sensations fortes sans vraiment mesurer les risques. Un jour de février 2012, François était perché sur un canapé fixé sur un traîneau et relié à l'arrière d'une camionnette. Le groupe avait choisi une route de campagne à Saint-Benjamin, au sud de Québec, convaincu qu'il y circulerait peu de véhicules et que l'endroit se prêtait parfaitement à une nouvelle session de couchsurfing. Au volant se trouvait Alex Labbé, 21 ans, ami de François et habitué de ses escapades. Le groupe se disait qu'il avait mis au point un système suffisamment sûr pour répéter l'expérience, s'appuyant sur leur précédente sortie sans incident. Alors que la camionnette prenait de la vitesse, le traîneau et le canapé arrimé suivaient dans leur sillage, François s'accrochant fermement. À un moment donné, Alex a perdu le contrôle du véhicule. Le traîneau a violemment basculé et le canapé portant François s'est engagé dans la voie inverse. Tout s'est joué en une fraction de seconde. Un véhicule arrivant en sens inverse a percuté de plein fouet le canapé. L'impact fut cataclysmique. Projeté au sol, François a été grièvement blessé en bordure de route. Les services d'urgence l'ont transporté à l'hôpital, mais ses blessures étaient trop graves. Il a été déclaré mort peu après son admission. Immédiatement après l'accident, Alex a pris la fuite. Il a été arrêté plus tard chez lui, à Saint-Georges. Selon la police, il était en état de choc bouleversé par la vision de son ami inanimé sur la chaussée. Yann Laflamme, un ami commun, expliquera que la fuite d'Alex n'était pas une tentative d'échapper à ses responsabilités, mais plutôt une réaction panique. Il était anéanti, incapable de réaliser l'ampleur de l'horreur. Alex a été présenté devant le tribunal de Saint-Joseph-de-Beauce et inculpé de conduite dangereuse ayant entraîné la mort, de négligence criminelle causant la mort et de fuite après un accident. Pour le groupe d'amis, qui considérait autrefois le couchsurfing comme un divertissement sans risque, cette tragédie a été un électrochoc. Ils ont admis que ce qui leur paraissait excitant n'était en réalité qu'un jeu dangereux. Yann a reconnu qu'ils avaient succombé à l'attrait des vidéos virales qu'ils regardaient en ligne. François serait la première personne à avoir perdu la vie en tentant ce défi viral, un jalon macabre qui rappelle les conséquences potentiellement mortelles de l'imitation de cascades dangereuses pour le divertissement. Nous sommes en juillet 2019 à Erzurum en Turquie.
Zafer Kouzou, 24 ans, venait d'être reconnu coupable d'avoir causé des blessures à une autre personne. Plutôt que la prison, il écopa de travaux d'intérêt général. Pour Zafer, c'était trop. Déterminé à y échapper, il élabora un plan totalement insensé. Il se persuada que, s'il se blessait suffisamment, il pourrait l'éviter. Son idée ? Mettre en scène un accident pour se retrouver à l'hôpital. Le plan n'était ni réfléchi ni réaliste, mais il était prêt à le tenter. Il n'était pas seul. 2 amis, un jeune de 18 ans surnommé Phi et un autre désigné Fit, acceptèrent de l'aider. Le procédé était simple mais dangereux. Zafer attacherait 2 oreillers dans son dos pour amortir le choc et l'un de ses complices lui tirerait dessus à bout portant avec un fusil de chasse. L'espoir était d'être suffisamment grièvement blessé pour atterrir en service de traumatologie sans pour autant risquer une issue fatale. Un fusil de chasse ne lance pas une unique balle, mais une myriade de plombs qui se dispersent à la sortie du canon. Même avec des oreillers comme protection de fortune, Zafer se mettait en grave danger. Lorsque Phi pressa la détente, la déflagration traversa les coussins comme s'il n'existait pas et le bilan fut catastrophique. Ses amis, pris de panique en réalisant l'ampleur du drame, tentèrent de le secourir et d'appeler les secours, mais il était déjà trop tard. Avant même qu'il ne quitte la maison, Zafer était décédé de ses blessures. La police arriva peu après. Phi, l'auteur du tir, fut immédiatement placé en garde à vue, tandis que Fit fut conduit au commissariat pour être interrogé. L'arme fut saisie et le corps de Zafer envoyé à l'Institut médico-légal d'Istanbul pour autopsie. Au fil de l'enquête, les détails de ce plan grotesque émergèrent. Sa tentative désespérée eut un dénouement irréversible. Devant le tribunal, Phi fut mis en examen pour homicide involontaire et maintenu en détention provisoire durant les procédures. Phi, quant à lui, libéré sous caution, resta sous le coup d'une enquête. Cette histoire laissa la population sous le choc. Comment un jeune homme pouvait-il aller si loin pour échapper à une simple peine de travaux d'intérêt général ? Ce qui avait commencé comme une idée absurde s'était transformé en tragédie. Ils devaient désormais vivre avec la conscience d'avoir contribué, même involontairement, à cette perte irréparable. La mort de Zafer rappelle douloureusement que les décisions irréfléchies peuvent avoir des conséquences irréversibles. En cherchant à fuir sa responsabilité, il s'était enfermé dans un piège mortel sans issue. Son histoire, aussi peu commune soit-elle, illustre jusqu'où le désespoir peut pousser et les choix dramatiques qu'il peut engendrer. C'était le 4 septembre 2006, dans l'État du Queensland, en Australie. Steve Irwin, le célèbre expert en faune sauvage connu sous le nom de Crocodile Hunter, tournait un documentaire intitulé Ocean's Deadliest à Bath Reef, une partie de la Grande Barrière de Corail. À 44 ans, Irwin était au sommet de sa carrière, admiré dans le monde entier pour ses rencontres audacieuses avec des animaux dangereux et son enthousiasme contagieux pour la conservation de la faune. Marié à Terry Irwin, il était également père de 2 enfants, Bandy et Robert. La passion de Steve pour la faune sauvage s'était manifestée très tôt. À l'âge de 6 ans, il avait attrapé un serpent brun venimeux et dès l'âge de 9 ans, il luttait déjà avec des crocodiles. Ces expériences précoces avaient façonné son avenir et l'avaient conduit à prendre en charge le Beerwah Reptile and Fauna Park, fondé par ses parents en 1970. Sous sa direction, le parc avait été rebaptisé Australia Zoo et la personnalité charismatique de Steve l'avait propulsé vers une renommée mondiale, notamment grâce à sa série télévisée The Crocodile Hunter. En juillet 2006, Steve Irwin semblait au sommet du monde. Avec Terry, il avait élaboré un plan ambitieux sur 10 ans pour l'Australia Zoo et il était enthousiaste à l'idée de transmettre son message sur la conservation de la faune à travers son travail. Il répétait souvent « Si nous ne parvenons pas à faire entrer les animaux dans le cœur des gens, ils disparaîtront. Nous n'avons plus beaucoup de temps. » Mais il était loin de se douter que sa dévotion à la faune sauvage allait le mener à une fin tragique lors d'une journée qui, au départ, semblait tout à fait ordinaire à Bath Reef. La journée avait commencé sous un mauvais temps, ce qui avait contraint Steve et son équipe à abandonner leur plan initial de filmer des requins-tigres. Toujours impatient et désireux de rester actif, il s'était embarqué avec son équipe, comprenant son fidèle ami et caméraman Justin Lyons, à bord d'un bateau gonflable pour chercher d'autres séquences. Rapidement, ils avaient de repérer une zone propice à un autre projet qu'ils avaient en cours. Les raies pastenagues, en général, sont des créatures paisibles. Lorsqu'elles sont dérangées, elles ont tendance à fuir rapidement. Cependant, celles qu'ils avaient rencontrées ce jour-là avaient agi différemment. Alors qu'Irwin et Lyons se préparaient à filmer une dernière prise, la raie avait soudainement attaqué. Elle s'était dressée sur ses nageoires avant et avait commencé à frapper avec sa queue, poignardant Irwin à plusieurs reprises dans la poitrine. Lyons, qui travaillait avec Irwin depuis 15 ans et le considérait comme son meilleur ami, continuait à filmer conformément à leurs règles de tout capturer. Mais il avait vite compris que quelque chose n'allait pas. Lyons avait décrit ce moment terrifiant.
Tout à coup, elle s'est redressée et a commencé à frapper sauvagement avec sa queue, des centaines de coups en quelques secondes. La queue puissante de la raie avait frappé Irwin, avec une force que Lyons avait comparée à un couteau chaud traversant du beurre. Il avait immédiatement vu Steve debout dans une mare de sang et compris qu'il fallait agir vite. Ils avaient tiré Irwin dans le bateau et entrepris une course désespérée pour retourner à leur navire principal, le Croc 1. Steve, bien qu'en grande douleur, était resté calme. Il avait dit à Lyons « ça m'a perforé un poumon », mais la réalité était bien pire. L'aiguillon avait transpercé son cœur. L'équipe avait tout fait pour garder Irwin conscient, lui rappelant de penser à ses enfants. Mais Steve avait regardé Lyon avant de prononcer ce qui sera ses derniers mots. « Je suis en train de mourir ». Malgré les efforts de Lyons, qui avait pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire pendant plus d'1 heure, leurs tentatives étaient de vaines. À leur arrivée à l'aide médicale, Steve avait été déclaré mort en quelques secondes. L'attaque de la raie avait causé des dégâts massifs à son cœur, rendant toute survie impossible. La mort de Steve Irwin avait choqué le monde entier. Lui qui était connu pour son audace face à certains des animaux les plus dangereux de la planète, il était difficile d'accepter qu'une raie pastenague, souvent surnommée le chat domestique des océans, ait mis fin à sa vie. Jamie Seymour, un toxicologue présent ce jour-là sur le Croc, avait expliqué qu'il s'agissait d'un accident rarissime. « C'était juste un terrible accident », avait-il dit. « Dans certaines circonstances, ça peut mal tourner. » La disparition de Steve Irwin avait laissé un vide immense dans le monde de la conservation. Sa fille, Bindi, n'avait que 8 ans, et son fils, Robert, seulement 2 ans. Bindi avait plus tard évoqué cette perte. « C'est comme perdre une partie de votre cœur, et quand vous avez perdu ça, vous ne le récupérez jamais. » Pourtant, l'héritage de Steve continue de vivre via sa famille et le travail inlassable de l'Australia Zoo.